Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Ben, qu'est-ce que tu regardes? Il y a plein de films cette semaine. Je pense qu'on a des films en commun, ça va être le fun. Des beaux petits groupes, là. Je sais pas comment dire ça. Ouais, on a des belles agencements. Ouais. Dont un bon des bloc. Beaux agencements. Un bon bloc Wes Anderson, j'ai hâte. Oui, j'ai hâte aussi. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Puis ça fait comme un bout que tu attends de parler de son nouveau film. Ouais, qui était très bon d'ailleurs. Le soleil d'en face. Ouais, puis je vois rien, mais en tout cas, c'est pas grave. Hey, tu veux-tu commencer avec ton coup de cœur? Ben, je peux aussi. Mais j'ai aussi une autre nouveauté que je pourrais parler après ou plus tard. Là. Une nouveauté qui est très fraîche de une semaine qui est sortie, mais on va commencer avec Wes Anderson. OK, on commence avec En forme. OK. Excellent. Fait que toi, tu as regardé déjà en partant Royal Tenenbaums pour aller avec The French Dispatch que j'ai regardé. Exact. Ouais. À mon avis, Royal Tenenbaums, c'est son meilleur film qu'il a fait. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Là. C'est vrai que c'est un grand coup de fouet d'en face. Je l'avais déjà vu, il me semble, mais ça me disait de quoi, mais ça faisait un Chris bout. Puis, c'est un film de 2001 aussi, là, fait que je l'ai peut-être vu comme à TV1 à un moment donné. Mais, ou dans le mouton noir de la télé, là, TQS. Mais, c'est ça, il y a des scènes qui me disaient de quoi. Mais sinon, en général, c'était vraiment comme un nouveau film que je regardais parce que je m'en rappelais pas, en général. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que tu reconnais son style, mais tu as comme l'impression que c'est. Même s'il avait fait Rushmore comme 2-3 ans avant, on dirait que Royal Tenenbaums, c'est comme là qu'il a vraiment trouvé sa voix en tant que réalisateur, puis son style aussi. C'est vrai. Qu'on lui connaît, c'est les couleurs, les mouvements de caméra. L'effet très, très, très carré aussi. Là, exact. Qui était moins accentué au début, là, mais on y reviendra. Mais tu sens que ce statut-là aussi, d'agencer les couleurs, puis son style qu'on lui connaît, qu'il reprend dans plusieurs de ses films, dont de Grand Budapest, je trouve, c'est celui qui représente encore plus comme son style que comme trouvé avec Royal Tenenbaums. Attends de voir French Dispatch. Ouais. Ah ouais? Okay. Ah ouais. Ben, juste l'annonce aussi, ça montre qu'il est pas mal dans ce style-là, mais je trouve Royal Tenenbaums, peut-être qu'il avait trouvé ce style-là justement pour son scénario, parce que c'est un scénario qui est très... j'ai trouvé quand même très froid. Tu trouves ça froid? Ouais, froid dans le sens que tu parles, mettons, de la direction artistique, que tout est droit, tout est comme tout le temps, genre one patch, là, comme c'est... Il filme une scène que il y a pas tant de mouvement de caméra, puis l'autre scène, ben, c'est la même scène, mais comme dans un autre lieu différent. Puis je trouve que ça fitait bien avec le scénario de ce film-là, vu que c'est le père qui a voulu élever ses enfants comme il voulait, puis comme ses enfants, ils essayent de diverger un peu de leur père, puis là, ils sont comme, OK, c'est plus notre père, on veut plus le voir, puis là, finalement, tu vois comme tout est rocambolesque là, au final, puis c'est là qu'ils commencent à faire des mouvements de caméra vers la fin, de gauche à droite, puis c'est toujours linéaire aussi, là, la façon dont c'est filmé, fait que c'est quand même intéressant. Mais il y a quelque chose de très humain aussi dans ce film-là, dans le sens, mettons, un Ben Stiller qui est complètement fou, mais il y a quelque chose, il est brisé en dedans, puis tu le comprends malgré qu'il soit fou, t'es comme, hey, il a raison d'être de même, puis c'est comme triste à regarder aussi, c'est le fun, tu sais. Même, ouais, vas-y. Ben, ces 3 enfants sont brisés de l'intérieur, tu sais. Tu sens que le fait que leur père soit un peu... tu sais, leur père, c'était comme un ancien riche, si tu veux, là, c'est un ancien homme qui avait de la valeur dans la vie, puis finalement, lui, il pense encore qu'il a de la valeur, mais au final, c'est une merde, il n'y a rien pour lui, puis c'est ça qu'il comprend à la fin, je pense, c'est pour ça qu'il commence à s'intéresser plus à ses enfants, tu sais. Puis ses enfants, tu vois qu'ils sont cassés jusqu'au moment où leur père, commence à s'intéresser à eux. Puis aussi, tu vois genre la famille d'apparence parfaite, que c'est comme tous des riches qui réussissent dans la vie, mais au fond, c'est une famille complètement brisée, qui n'ont aucun lien entre eux. Puis
Je trouve que, tu sais, Gwyneth Paltrow, c'est pas une grande actrice, mais dans ce film-là, elle est absolument incroyable. Vraiment Ouais, incroyable. moi, j'ai bien aimé Luke Wilson. La scène où il essaye de se tuer, c'est Ouais, incroyable. C'est une des meilleures scènes que j'ai vues. Là. c'est C'est ça. incroyable. Ben, tu sais, ce gars-là, on le voit plus, tu sais, c'est le fun de voir, tu sais, un de ses grands films qu'il a fait, tu sais, puis, tu sais, on le voit plus. Je veux dire, récemment, je pense que je l'ai vu dans la série Stargirl. Tu sais, c'est une série genre de Mais, super-héros. Mais il il joue y a dans pas... Zombieland 2. Ouais, c'est vrai. Un petit rôle, là, mais tu sais, Ouais. c'est ça. Tu sais, il va apparaître ici et là, mais tu sais, il aurait pu avoir quand même une grosse carrière, là, lui, autant que son frère, tu sais. Ouais. Puis d'ailleurs, son frère, tu sais, dans le film, tu sais, c'est l'ami de la famille, si tu veux, qui veut devenir justement un riche, tu sais, un membre de la famille, tu sais, qui a de la valeur, puis finalement, tu sais, lui tout, tu sais, il fait sa place dans la vie, mais c'est un coquet, puis c'est un drogué, tu vois qu'il n'a pas réussi, là, finalement. Ouais, Lui aussi, il a l'apparence d'avoir réussi, mais finalement, c'est un héroïnomane. Ah, c'est bon. Mais c'est ça. T'as-tu fini sur Rotten Bomb? Je peux enchaîner sur l'autre film? Ouais, ben c'est ça. Moi, je suis curieux de savoir ce que tu avais pensé de French Dispatch. Je sais qu'on avait un peu parlé avec Goya et Jacko, mais tu sais, j'ai hâte de voir. Parce que j'avais bien aimé Grand Budapest. Je te dirais que Royal Tenenbaum, je pourrais pas dire que c'est un de ses meilleurs parce que je suis pas non plus tant collé à ce réalisateur-là. J'aime ce qu'il fait, je trouve ça beau, mais ça m'a jamais comme atteint au point de aïe, ça c'est du vrai cinéma, dans le sens que je sais que c'est beau ce qu'il fait, c'est bon, mais c'est pas mon style que j'aime tant. T'sais. Mais le Grand Budapest, j'avais vraiment aimé ça. Puis tu vois qu'il y a beaucoup de. Tu me diras si dans Fringe Dispatch, il y a un peu de ressemblance à ça, mais tu sais, comme dans Grand Budapest, il y a Ralph Fiennes qui a comme son valet tout le temps à côté de lui. C'est un peu comme Royal Tenenbaum, qui a son valet, Ouais. le petit vieux, tout le temps avec lui en rose en plus. T'sais. Ça vient chercher beaucoup de ressemblances, je trouve, entre les deux films. Ben, c'est vrai, le style aussi, c'est un peu semblable, mais comme encore plus. Puis justement, French Dispatch, quand on parle de Royal Tenenbaum, qui est comme ses débuts dans le style Wes Anderson, très carré, très coloré, ben French Dispatch, c'est ça, mais sur les stéroïdes, dans le tapis. Là, c'est quasiment une parodie de lui-même. Là. Puis je pense qu'il est conscient de ça. Puis c'est comme s'il prend un peu de distance par rapport à ça, puis qu'il joue avec. Là. C'est ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Puis l'histoire, dans le fond, c'est comme 3 courts-métrages à travers un journal qui s'appelle The French Dispatch de Kansas, je sais pas trop quoi. Puis c'est 3 histoires qui se passent à. C'est une ville fictive de France qui s'appelle Ennui sur Blasé. Puis c'est comme des petites péripéties qui se passent. Ils ne sont pas reliés entre elles. Puis c'est comme un regard sur l'écriture journalistique, puis un peu la distance par rapport à ce que tu racontes, puis par rapport à ce que tu lis. Tu sais. Fait que ça marche un peu avec le sens qu'il veut donner au film. Tu sais. Mais je pense que quelqu'un qui aime pas Wes Anderson n'aimera pas ça parce que c'est froid un peu. Là. Il manque de cœur dans l'histoire. Tu sais. Okay. Donc moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Je trouve que c'est. Ben, c'est tellement riche en références. Il y a plein de références à du Godard, à des films français. Tu sais, c'est marqué Masculin et féminin, qui est un film de Godard. Puis, je pense que c'est un film qu'il faut que je revoie comme 2, 3 autres fois pour bien cerner toute la richesse qu'il y a dans le film. Ben, tu sais, déjà à la base, tu es un grand adorateur aussi là, de Wes Anderson. Fait que, c'est sûr que si dans l'optique, il a fait ce. D'abord, je pense, d'abord et avant tout, Wes Anderson fait des films pour lui-même, puis aussi pour ses grands fans. T'sais. Je pense pas qu'il va se dire je vais faire ce film-là pour plaire à plus de monde ou à tout le monde. T'sais. Ça n'a pas l'air d'être un réalisateur qui s'oblige à faire de quoi pour qu'un studio veuille son film. T'sais. Et oui, il y a déjà un grand nom, mais c'est quelqu'un qui fait justement ses films pour ses grands admirateurs comme toi. Puis, justement, comme tu dis, si c'est comme pousser la log vraiment au maximum, ce film-là, je pense que c'était voulu, puis comme il a fait ce film-là d'abord pour ses fans, fait que. Mais tu sais aussi, ça a l'air des trips de gang, parce que c'est tout le temps les mêmes acteurs qui reviennent. Puis des fois, ils ont juste un petit rôle de 30 secondes, genre, puis ils sont là, puis c'est comme Bill Murray. Puis c'est incroyable, puis il a l'air d'avoir du fun. Puis, en même temps, c'est pas des gros films hollywoodiens qui ont des gros budgets. Ce qu'il y a aussi, puis c'est fait avec amour, puis avec la passion du cinéma. C'est ça que je trouve ça beau. Là, c'est
c'est ça le cinéma, tu sais, le vrai cinéma, c'est de faire avec amour. Ben, vrai, c'est vrai. Tu sais. Ben, j'ai hâte de voir parce que c'est ça, la plupart des critiques, c'était justement on comprend pas tout. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, un film de Wes Anderson, l'histoire est là, mais c'est toujours un peu absurde. Puis c'est beaucoup abstrait, là, ces scénarios. Là, même dans Ouais. Royal Tenenbaums, on comprend, c'est linéaire comme histoire, mais je veux dire, les personnages sont tellement extravagants, puis c'est tellement comme abstrait puis exagéré que ça devient comme justement de l'absurdité, mais c'est de l'absurdité contrôlée. Mais c'est vrai que tu sais, la quête, mettons, c'est le père qui veut reconnecter sa famille, mais c'est quasiment secondaire parce qu'il se passe tellement de choses alentour Exact, c'est que ça. c'est comme. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, dans le fond, les trois histoires dans French Dispatch, au début, c'est comme un. Je pense que c'est Benicio del Toro qui est un prisonnier qui fait de la peinture. Avec Léa Seydoux, c'est comme une gardienne de prison, puis comme elle se met tout nu pour qu'il ait de la peinture, puis c'est comme ça Ah, s'amuse. Puis lui, il a tué du monde, puis ça raconte un peu ça. Tu sais. ok. Puis le Ben, j'ai vu deuxième. des images. C'est ça, Ouais. tu parlais comme des références de peintres et tout, mais j'ai vu des images de Benicio del Toro, on dirait que c'est Van Gogh qui s'est coupé l'oreille. Ça se peut-tu? Ah, ben oui, il y a sûrement une référence à ça, là, mais je pense pas que c'est Van Ok. Gogh, non, c'est ça. Mais Ok. ça se peut qu'il y ait une référence, c'est sûr. Là. Ben, je trouvais ça bizarre, il y avait comme une espèce de. Bref, j'ai hâte de voir. Ça. Puis tu sais, le deuxième, c'était avec Timothée Chalamet, qui est c'est un genre de révolutionnaire, un jeune révolutionnaire, puis il s'est Ok. passé comme une révolution un peu communiste dans cette ville-là qui n'existe pas, France, là, en Ouais, il y a Nuit-sur-Boisé. comme une Puis, moustache molle là, dans ce film-là. ouais, ouais. C'est un peu son histoire, tu sais, parce que tu sais, c'est pas des Ok. grosses histoires, mais je pense que pour le style, je trouve que c'est vraiment flamboyant, puis c'est le fun à regarder si t'aimes le style de Wes Anderson. Ouais. Fait que c'est plusieurs histoires distinctes. C'est pas tous les personnages qui sont ensemble. Non, les personnages, il n'y a aucun lien entre les histoires. Là. C'est juste que c'est Ok. comme si tu lis un journal, puis c'est ou une revue, mettons, plus journalistique, puis c'est Ouais. les articles que tu lis, puis ça donne que c'est le film. Tu sais. Ben, c'est le fun. Ça vient rejoindre un peu ces autres films que sont faits un peu par chapitre. Là. Ouais, c'est ça. C'est le Mais, fun, tu sais. mais tu sais, je pense, tu sais, je savais que c'était ça avant de commencer le film, mais je pense que quelqu'un qui pourrait rentrer dans le film en pensant que c'est une histoire continue pourrait peut-être être rebuté. Ouais. Tu sais, comme mettons, quand j'ai regardé Sin City, je n'avais pas trippé parce que je m'attendais pas à un film découpé comme ça. Tu sais. Ok. Donc, probablement que le revoir, j'apprécierais plus, là, mais c'est ça. C'est comme Sin City, dans le fond. C'est trois histoires différentes. Ok. C'est le fun. J'adore Sin City. Est-ce que je vais aimer French Dispatch? Moi, je pense que, ben oui, il y a quelque chose à trouver de bon là-dedans. Si t'aimes ce genre de cinéma-là, c'est sûr. Là, je pense que tu vas aimer ça. Ben oui. T'sais. Puis il Mais tu faut sais, aimer, faut connaître aussi le style de Wes Anderson. C'est comme tu l'as dit. Quelqu'un qui commence ce film-là en disant oh, ça a l'air mignon comme film, c'est sûr que. mais tu sais, quelqu'un qui veut rentrer dans Wes Anderson, commence pas avec ce film-là parce que c'est trop. Là, C'est ça. c'est ben trop. Surtout J'irais si plus, tu mettons, dis avec. que c'est comme le paroxysme de son style. Là. Ben, c'est ça. C'est stéroïde, là. Tu dirais de commencer avec lequel? Moonrise Kingdom? Non, Grand Budapest Hotel, je pense. Ouais. Je trouve que c'est le Mais plus c'est quand même accessible. élevé, là, Grand Budapest. Bon, mais il est accessible. Là. C'est vrai que c'est accessible. C'est rose. Les gens adorent le rose. C'est ça. Parce que, mettons, Life Aquatic with Steve Zissou, pour moi, c'est peut-être Ouais. son. Je trouve qu'il est le fun visuellement, puis tout, mais je trouve qu'il est plate. Hein. Il est vraiment plate. Ouais, ben ce film-là, il avait été critiqué vraiment beaucoup. Hein? Oui. Il avait reçu des mauvaises critiques. Mais comment tu trouves toi, ces films d'animation, mettons Fantastic Mr. Fox, puis Ah, c'est bon. Dog Eyes of Dog, Island? là. Eyes of Ouais, Dog, c'est bon, là. ouais, Mais j'adore moi, ça. tout ce qu'il fait, j'aime ça, là. Peu importe, là. Puis là, justement, il a signé avec Netflix pour un film Sugar. Un film, une histoire de Dr. Seuss, je pense. C'est vrai? Ou dans ce temps, je vais aller voir. Mais il a signé avec Netflix récemment pour un Mais, film d'animation, même encore. OK. Parce que je sais que Netflix travaille sur une suite de Run Chickens, Ah puis ouais? de Wallace et Gromit, là. C'est un peu le même style de Wes Anderson, quoi. C'est comme la pâte à modeler, là. Genre. Ouais, ouais, ouais. Ben ouais, c'est du stop motion de même, là. Ouais. C'est quoi le film? Attends un peu, là. Ou non, pas Dr. Seuss, c'est qui lui qui a fait Charlie de la chocolaterie, là? Tim Burton. Non, je sais, mais l'histoire, là. Ah, docteur. Non, c'est. Bonne question. Attends, je vais Pas- aller voir. J'ai lu ce bout de la langue, mais. Je lis moi aussi sur le bout de la langue, ça me chauffe.
Et... Rodrigo? Simonac. Ouais. Roald Dahl, c'est ça, Roald Dahl. Mais Ah, justement, c'est Roald ça. Dahl, c'est lui qui avait écrit aussi Fantastic Mr. Fox. OK. Fait que c'est ça, il va adapter un nouveau film de Roald Dahl pour Netflix. Ah, c'est écœurant. Puis pareil qu'il y a un autre Netflix, c'est un film. peu chier parce que Netflix s'approprie tout, puis tu sais, c'est pas digne d'un cinéma, là, tu sais. Non, c'est dommage, mais tu sais. Ça, je trouve plate. Mais de toute façon, je pense qu'il y a un autre film qui sort dans les prochains mois au cinéma. S'il y a cinéma. Ouais, ça va s'appeler quoi? Attends un peu, je l'ai vu l'autre jour, je ne me rappelle plus. C'est, man. Ben, on espère que les cinémas vont rouvrir parce que là, Ah, il y a ça de sent très bien. bons films qui sortent. Hein? Tu sais, on Ça parlait sent de Batman, là, 2h55 de Batman. Oups. Comment tu feels, Benz, Comment je filme? avec un 2h55 de Batman? Ben, moi, je pense que c'est un pari osé parce que ça pourrait rebuter les gens, des films longs comme Ça ça. va être Là, écœurant, Benz. Ça va être ben, moi, je pense que ça écœurant. va être bon, c'est sûr, mais Le 4 mars, j'espère que les cinémas vont rouvrir. ça va s'appeler Asteroid City. Ah ouais, mon Dieu. Puis il n'y a pas de synopsis encore, on ne sait pas c'est quoi. C'est drôle quand même. Fait que ça sort pas bientôt. Là. Ça va sortir comme l'année prochaine. Non, non, ça sort en 2022, je pense, dans une couple de mois. Là. Ben là, pas de synopsis, rien. Ah, mais c'est caché, là. C'est avec Scarlett Johansson. Mais je pense que le film est tourné là, en ce moment, il est fait. Là. Squadron Johansson? Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Bill Murray. Ça va être bon? C'est comme toute sa grosse brochette d'acteurs qu'il y a d'habitude. Là. Liv Schreiber, Ben ouais. Tilda Swinton, Adrian Brody. J'ai hâte de voir. C'est ça. J'ai hâte de voir Tabarouette. C'est intéressant. C'est ça, c'est ça pour Wes Anderson. Wes Anderson, il y a de l'avenir, il y a de l'avenir. Il y a du passé, puis il y a de l'avenir. Ouais. Bref. Je trouve, j'ai écouté aussi un film que toi, tu avais écouté aussi là, pour ce podcast-ci, Jojo Rabbit. Oui. J'allais écouter aussi cette semaine. Intéressant comme film. Je suis C'était pas un bien. tripeux de Takiki Kamotoku. Taika Waititi. Ouais. J'ai bien aimé son Thor, le Thor 3 qu'il avait fait, Ragnarok. J'avais bien aimé son style et tout, mais j'avais écouté quelques-uns de ses films à part, puis c'était un peu moyen, là, ces films. Là, genre, c'est quoi son premier film? Là, c'est It Comes, c'est ça? C'est un film de vampire, là, genre? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je ne me rappelle plus du nom. Là. On va aller voir. Mais c'est comme une parodie un peu de vampires. C'est de la comédie. C'est drôle. C'est un peu le même style de Jojo Rabbit, là, comment il joue aussi son Hitler. Là, mais c'est comme... C'est pas tant... Ça vient pas me chercher. C'est What We Do in the Shadows. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait dans l'ombre. Mais tu sais, comme... Ça vient pas me chercher, son style. Mais j'avais aimé ce qu'il avait fait avec Thor, puis j'espère qu'il va garder cette même... qu'il n'exagérera pas son style dans le prochain Thor, qu'il va rester comme quand même consistant là, dans les deux Thor pour que ça fit aussi avec Marvel. Mais Jojo Rabbit, j'ai trouvé ça quand même intéressant. C'est basé sur un livre, hein, ça, sur... ça se peut, je sais pas. Une écriture, ben, c'est sûr qui s'est marqué au début du film, mais... je trouvais ça quand même intéressant, puis je trouvais que ça fitait avec Wes Anderson, justement, vu qu'on en parlait. Là. Mais il y a un style. Les plans, ça ressemblait, les couleurs aussi, la façon de filmer. Mais tu sais, c'est un mélange entre Inglourious Bastard et Moonrise Kingdom. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Puis, je trouvais ça intéressant. C'est le fun comme histoire. C'est sûr que des fois, je trouvais ça long un peu, mais... Ben, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un... mettons, les films... où c'est un jeune qui découvre la vie. C'est un bon film. T'sais. Moi, je trouve c'est un film qui est inégal, que la première moitié du film, j'étais comme OK, mais je suis pas sûr. Tu sais. Ouais. Puis je trouve vers la fin, tu as une belle courbe qui monte vers le haut, puis ça, c'est intéressant. Puis quand tu finis le film, tu comme. Tu sais, malgré le fait que dans le film, tu es comme moins impliqué, à la fin, tu es satisfait, puis tu es comme oh, wow, c'était quand même intéressant. Tu sais, ça fait vivre des belles émotions. Tu sais. Mais je trouve que tu as des bons acteurs aussi qui viennent. Mais tu sais, l'histoire, on va dire l'histoire en gros, là, c'est un jeune dans les jeunesses hitlériennes, que lui, il va être un bon nazi. Là, puis il y a toujours son Hitler intérieur qui le suit puis qui parle, puis il faut t'agir t'es un bon nazi, t'agis comme ça, puis t'es bon, tu sais. Puis là, un moment donné, il apprend que sa mère cache une juive dans sa maison.
Fait que là, il y a comme le conflit intérieur entre je suis un bon nazi, puis je tue des juifs, puis j'aime pas ça. Ou bien je me fais habiller avec elle, puis là, il se met à jaser avec elle, c'est comme son ennemi, puis là, la relation se développe. Puis tu sais, c'est comme un coming of age du gars qui se rend compte un peu des horreurs de la vie. Là, Ouais. Puis en même temps, elle apprend aussi à parler avec un jeune qui découvre justement ça. Là. Ouais. Il ment à elle, puis elle le sait depuis le début. Fait que, à la fin, c'est comme bon, elle savait depuis le début qu'il mentait. Fait que, il se fait prendre un peu à son propre jeu. Là. Je trouvais ça intéressant parce que c'est un film qui on dirait un film pour enfants, mettons, mais ça parle tellement de sujets adultes, puis c'est quand même dark, là, le sujet. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est un jeune qui veut juste tuer tous les Juifs, puis c'est un jeune qui est élevé dans justement la haine puis dans la violence, comme on sait selon les écrits, selon ce que Hitler faisait, toute la kit, mais c'est un jeune qui est vraiment comme perturbé. Là. Ben, c'est comment que t'es créé en fonction de ton la construction sociale qui t'entoure, puis comme tout le monde dans lequel tu vis qui te fait évoluer. T'sais. Mais ça fait penser dans mon cours, j'avais un cours sur l'Europe contemporaine à l'université. Oh! Puis on lisait un texte où c'est un jeune Français pendant la Deuxième Guerre mondiale qui il parlait de la réalité de ce qu'il vivait, puis il parlait des Allemands comme des Boches, puis des affaires comme ça. Puis tu te rends compte que c'est impossible que le jeune parle comme ça, c'est juste qu'il entend des choses, puis c'est tout le brainwash qu'il a reçu, puis la propagande qu'il a reçue, qui fait qu'il parle comme ça, puis qu'il porte un discours. C'est exactement ça le film, c'est vraiment intéressant. T'sais. C'est ça. C'était bien, non? Je le conseille aux gens qui sont intéressés. Là. Je trouve pas que c'est un grand film. J'avais quand même des réserves. Je me disais, bon, ça a l'air bizarre. J'aime pas tant le style du réalisateur, mais comme le film a quand même l'air bon. Mais je trouve pas que c'est un grand film. Sauf que c'est un film qui est satisfaisant pareil et qui vaut vraiment la peine d'être regardé pareil. Ben oui. C'est pas un film qui va passer à l'histoire, mais je trouve qu'il y a une bonne morale puis c'est le fun. Ouais. Puis aussi, là, le placement des souliers, la manière qu'ils filment les souliers. Puis je veux pas dire le punch des souliers, là, mais c'est parfait. Là. C'est une classe de maître, là, de placement de... Ouais, c'est vrai que c'est bon. Annoncer des choses. C'est un fétiche des pieds, hein, Benz? Ben, tu sais, un des commentaires que j'ai déjà lu dans des critiques, là, c'était comme... lui, il maîtrise mieux les pieds que Tarantino, tu sais. Puis c'est vrai, tu sais. C'est vrai, non, c'est vrai. Intéressant. Tout ça, ça se trouve sur Disney+. Si des gens s'intéressent. Hein. Oui, bienvenue au Disney+. T'as-tu écouté d'autres choses sur Disney+? Ben, j'ai regardé Eternals. Il était temps, Ben. Il était temps. Ça vient de sortir. Que j'ai bien apprécié Eternals, par contre. Oui, Chloé Zhao. Je trouve son style, ben, tu sais, quand tu regardes, mettons, Nomadland puis Eternals, le style visuel, ça ressemble vraiment beaucoup, sauf qu'il y en a un qui est plus rapide que l'autre, mettons, dans la construction de l'histoire puis dans la manière de raconter, tu sais. Sauf qu'il y a beaucoup de plans que c'est comme des grandes plaines vides en arrière-plan, puis c'est comme on trouve chez Malik aussi un peu, puisqu'il y a une fascination pour tout le genre. Je te disais, c'est comme visuellement, là, c'est incroyable. Ah non, c'est beau. L'histoire est intéressante aussi, c'est pas une affaire stupide de gens qui se battent. Là. Je trouve ça le fun que on se regroupe, on se retrouve un peu à travers comme l'histoire en général, puis on se ramasse en Mésopotamie au début ben, j'allais dire au début de notre ère, mais c'est pas au début de notre ère, c'est en tout cas en Mésopotamie, quand il y avait les premières villes. Puis on évolue à travers l'Antiquité, des affaires comme ça, pour se rendre à aujourd'hui. Puis toute la notion aussi, je trouve mon personnage préféré, moi j'avais, c'était lui de Barry Keoghan. Où lui qui peut intervenir avec les gens puis manipuler les gens. Puis je trouve que le dilemme moral qu'il y a puis qu'il amène aux autres aussi, c'est de l'intervention que tu fais entre l'être humain ou pas. Tu peux-tu laisser ces gens-là se battre et faire la guerre ou faut t'interviennes pour empêcher ça? Ben c'est ça, tu sais, le druide, il se nomme druide, puis son personnage, c'est un peu la représentation un peu de Hadès, le diable qui t'offre un choix quand même. C'est comme tu as le choix, on les aide ou on les laisse s'entretuer, mais si en les aidant, on fait le mal, je veux dire. Puis en même temps, c'est un personnage qui fait réfléchir aussi sur le fait de faire le bien. Est-ce qu'on fait le bien vraiment en juste s'écartant de la guerre puis en pas les maîtrisant? Là? Mais lui, il a vu venir cette guerre-là. Puis pour ça, comme tu dis, son pouvoir de lire dans les pensées, fait qu'il
il ressent aussi leurs émotions, puis il sait à quoi ça va amener tout ça, toute cette guerre-là. Fait que c'est aussi, c'est ça le film aussi, hein, c'est le questionnement de l'être humain, puis comme les choix aussi moraux qu'on fait dans la vie, tu sais. C'est comme Icarus qui décide de suivre son propre dieu à la place d'aider sa famille, tu sais, c'est des choix déchirants, mais c'est comme, c'est ça le film en soi, puis je comprends pas pourquoi il y a eu tant de haine pour ce film-là. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé. Puis, c'est long, c'est plat. Ben oui, mais écoute le film, t'écoutes pas le film. C'est parce que c'est pas tout le monde qui aime ça des films intelligents, c'est pour ça. Ben, Colin, on le voit là, tu sais. C'est comme, oui, OK, il y a du parlage. C'est pas juste du fusil par part. Même si j'aime ça, Iron Man, t'auras jamais d'enjeux moraux comme ça dans Iron Man. C'est pas un film, justement, c'est pas un film qui propose juste de l'action, une scène après l'autre. C'est vraiment un film, même si l'action est bien contrôlée dans le film, c'est vraiment bien équilibré, je trouve, là, entre les dialogues et l'action. Je trouve que le plus important puis le meilleur aussi de ce film-là, c'est justement les enjeux qui nous font face. Là. Ben, c'est quasiment ça te ramène à toi-même puis ça te fait questionner sur des choses qu'on vit. Ouais. Ou ça, c'est intéressant. C'est pas stupide. Là. Non, c'est ça. It's not stupid. Non. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la suite. Si, il faudrait que Chloé Zhao revienne là, pour filmer la suite. Il faut absolument qu'elle revienne parce que tu peux pas faire ce film-là avec un style différent. Son style est parfait avec toutes les questions qu'on se pose. Ça marche tellement avec le style qu'elle amène. Fait que, c'est ça. Il faut qu'elle revienne. Je ne sais pas où c'est que Disney va aller avec ça. Le premier, ils ont déjà un plan établi dans leur tête parce que tu as vu la scène cachée à la fin. Il y en a 2. Ouais, il y en a 2, mais celle avec Kit Harington et son épée. Ouais. T'as-tu lu un peu savoir c'est qui la voix qui parle? Ben, tu me l'as dit, mais non, j'ai pas lu. Ouais, je te l'avais dit. Ben ça va être intéressant pour la suite aussi, de savoir où ils s'en vont dans ce. Parce que son film à ce personnage-là, il arrive. Celui qui parle. Là. Je ne le dirai pas parce que c'est quand même un spoiler. S'il y a des gens qui l'ont pas vu. Ben, en fait, c'est un spoiler, mais qu'on le sait pas dans le film. Là, moi, je peux te dire. Là. Moi, j'aurais même pas su si tu m'as pas dit. Fait que c'est pas un spoiler. Ben, moi c'est parce que c'est des rumeurs. C'est que Chloé Zhao, elle aurait dit ça dans une entrevue, que c'est Blade qui parle à la fin. Mais on le voit pas. On ne sait pas exactement c'est qui parle, mais ça fit quand même dans l'histoire, là, si tu veux. Là. Que ce soit Blade, parce que Blade combat les démons de nuit, les vampires, puis de Black Knight, qui est Kit Harington, ben, qui va devenir de Black Knight. C'est un chasseur, justement, de démons comme ça. Lui, son oncle, c'était comme le vilain qui chassait les éternels sur la Terre. Les éternels puis les déviants. T'sais. Puis là, c'est ce personnage-là de Dane, lui, il va devenir comme le Black Knight, mais gentil. Là, il va protéger un peu les éternels. Puis je pense que Blade va peut-être lui apprendre à maîtriser son épée, mais ça va être le fun de voir son film cette année, là, à Blade. On ne sait pas exactement quand ça va sortir. Là. Je vote pour octobre ou novembre prochain, là, mais peut-être en 2023 aussi plus. Là. Mais tu sais, les éternels, là, c'est des bandes dessinées qui datent de quand? Eux autres, ils ont sorti, il me semble que j'avais lu des années 70. Ah ouais, ok, c'est vieux. Ouais, c'est quand même récent. Là. C'est quand même pas si vieux. Là. Ah non, mais moi, je pensais que c'était plus récent. Mettons, les Gardiens de la Galaxie, c'est quand, ça? C'est-tu plus récent que ça? C'est genre les années 2000? Ah, ben, les autres, plus 80. Faudrait que j'aille voir, là. C'est peut-être plus récent que 70, parce que c'est vrai que les Gardiens de la Galaxie... Je vais aller voir ça, là, on va te dire ça. Comics. Parce que j'en ai jamais lu de comics des Éternels, mais je m'étais renseigné un peu sur... tu vois, première apparition, 1976. Ah ouais, ok. C'est quand même mieux. Tandis que les Gardiens de la Galaxie, il me semble que c'est un peu avant. Mais en même temps, je voterais pour 80. Ah ouais, ok. Moi, je m'attendais à genre 2000, 2010. Là. Ouais, non. Ah, tu vois, 69, les Gardiens de la Galaxie, la première apparition. Ouais. Ça me surprend. Tu vois, c'est... Ouais. Mais tu sais, c'est sûr, les Gardiens de la Galaxie qu'on a là dans le MCU, les personnages, c'est les nouveaux Gardiens de la Galaxie.
Tu sais, en 1900, ouais. quand ils sont sortis, c'était ceux qu'on voit dans le deuxième, là, tu sais, Sylvester Ouais. Stallone, Ouais. Maggie Q. Eux autres, c'est Maggie Q? Non, c'est Michel Yeoh. Eux autres, leurs personnages, c'était les fondateurs. Tu sais, Wondu, c'est un des premiers gardiens de la galaxie, tu sais. Mais là, dans le film, c'est sûr qu'ils l'ont fait un peu comme un ravageur, tu sais, un ennemi, si tu veux, là, entre parenthèses, mais tu sais, c'est quand même... non, c'est le fun. On va voir la suite, là, qu'est-ce que ça va donner, puis... Ouais, j'ai hâte. En tout cas, moi, j'ai aimé le film, puis j'aimerais ça qu'il y ait une suite. Eternal 2, tu parles, là? Ouais, Eternals 2. Ben, je vois pas Ben, pourquoi il n'y c'est aurait sûr, pas de ils peuvent suite, pas là. arrêter ça de Ben non, même. c'est C'est ça. sûr qu'il va y avoir une suite. Là. Mais il y en a, mettons, des imbéciles. Ils disent ah, ben là, faites une série avec ça, on veut pas voir le film. Hey, mais arrêtez-moi vos séries de filles, là. Faire des C'est comme séries là. plates, là, puis... Ben, c'est ça l'affaire. C'est que là, tu sais, j'ai écouté, moi, Hawkeyes, la série qu'ils ont faite là, de Hawkeyes. Tu sais, Hawkeyes, c'est Jeremy Renner qui joue le personnage, Clint Barton. Puis c'est le seul. Tu sais, il y a 6 Avengers originales dans le premier film. Puis c'est le seul des 6 qui n'avait pas eu son propre film. T'sais. Il y a eu, tu sais, Black Widow, elle l'a eu comme l'année passée, mais c'était pas un très bon film. Mais en plus, elle est morte, fait que c'est comme c'est un film pour rien. T'sais. Puis, Mais Hawkeye, moi, y a-t-il le personnage. une raison pourquoi il n'a pas eu son film? C'est parce qu'il est plate comme personnage? Ben, Hawkeye, c'est un personnage un peu. C'est un personnage second, si tu veux. T'sais, il n'a jamais eu une grosse importance non plus là, dans les comics, là, mais il y a quand même, une histoire, là, ce personnage-là. Tous les super-héros ont leur propre histoire. C'est juste que Hawkeye n'a pas tant de pouvoir. C'est un peu comme Black Widow. Je veux dire, c'est un agent du Shield qui s'est développé, c'est le meilleur archer au monde. Fait que c'est sûr que c'est son pouvoir d'avoir plein de flèches différentes. C'est comme Iron Man. Il n'a pas de pouvoir en soi, mais il a une armure super ultra cool. Puis c'est un millionnaire narcissique. Puis Clint Barton, c'est qu'il n'y a pas eu de film, je pense, parce que justement, dans les films en soi de Avengers, il a toujours été un personnage secondaire. On a su un peu plus sur lui et sa famille dans le deuxième Avengers, mais il n'a jamais eu un grand rôle. T'sais. Puis je pense pour ça aussi, les gens ne voulaient pas vraiment de film de lui parce que on ne l'a pas vu tant que ça dans les films. Mais là, ils ont décidé de faire une série pour. C'est plus une série pour amener une nouvelle au caisse, si tu veux, là, qui est Kate Bishop. Donc, ça, c'est dans les Young Avengers, là, qui est un comics des jeunes Avengers. Elle, c'est la nouvelle au caisse, si tu veux. Puis, elle aussi, c'est une bonne archère. Puis, c'est. La série, je trouve, est quand même bien équilibrée parce que t'en sais. Tu rencontres Kate Bishop, tu vois vite comment elle est, quel genre de personne c'est. Puis on apprend quand même davantage sur Hawkeye puis son après-Endgame. Qu'est-ce qui s'est passé après Endgame. Puis lui, pendant que la moitié de l'univers était mort, il est devenu le Ronin, qui est si tu veux, un personnage de Clint Barton, Avec un comment on mohawk, appelle là. ça? Ouais, c'est un alter ego, c'est son alter ego qui tue des gens. Lui, le René, c'est vraiment un ninja qui agit dans l'ombre. Puis, tu vois, moi, j'espérais que dans la série, justement, on en parle, puis on revienne sur ses agissements pendant que la moitié de l'univers était mort, parce que lui, il avait perdu toute sa famille. Puis, j'ai quand même pas été déçu, on en parle beaucoup, parce que c'est justement son costume du René qui est le sound m'intéresse, si tu veux, là, de sa rencontre avec Kate Bishop, puis avec tout ce qui se passe par la suite. Ah, mais Mais Kate je trouvais Bishop, ça, là, c'est une actrice ou c'est le personnage? c'est le personnage. Ok, C'est Hailey Steinfeld qui la ok, joue. ok. C'est celle qui jouait dans True Grit. Ouais, ouais. Elle est rendue plus vieille. Là. Mais non, son personnage est quand même le fun. Bon, un téléphone de la police. Ah, faut que je réponde. OK. On met ça sous écoute. Bref, Kate Bishop, oui, c'est ça. C'est une personnage, dans le fond, elle est jeune, elle a 20 ans, puis elle, dans le fond, elle a toujours rêvé d'être comme Hawkeye, parce que quand elle était plus jeune, quand il y a eu l'attaque sur New York, dans le premier Avengers,
elle est à New York, puis elle l'a vu au caisse sur un immeuble, puis elle s'est dit je vais être archère plus tard, je vais être comme lui. Puis finalement, là, c'est ça, c'est une championne, si tu veux, d'athlétisme, puis de plein d'affaires, tu es super intelligente, tout. Fait que, la rencontre au caisse à un moment donné, puis là, lui, il est en retraite, mais là, il a comme pas le choix de l'aider parce que c'est des vieux ennemis, puis là, lui, il connaît les petits spots, puis la façon de se cacher, tout. C'est quand même un agent du Shield, c'est un espion, il a quand même des réflexes à la Black Widow, si tu veux. Je pense qu'en gros, il aurait dû faire un film, pour, comme, je sais pas, comme justement entrer un peu le personnage de Kate Bishop, comme Black Widow a fait entrer Yolanda Romanoff, qui est la Florence Pugh, qui est la sœur de Black Widow. Ah, mais tu sais, parce que là, s'ils font ça en série télé, c'est parce que le personnage va avoir un moindre rôle, mettons, dans un futur film, ou ils prennent en conséquence que tout le monde va le regarder, tu sais. Ben, c'est la question que je me pose en ce moment, où ils veulent en venir avec leur série, parce que jusqu'à maintenant, les 3 séries qu'ils avaient fait, de Loki, Scarlet Witch et Vision, puis Falcon and the Winter Soldier, c'est 3 séries qui ne venaient pas jouer avec vraiment le MCU, t'sais. Ça venait nous apprendre davantage sur les personnages, comment ils vivent l'après de Endgame, puis comme qu'est-ce qui se passe avec eux. Mais il n'y a rien qui nous faisait un signe de il faut absolument que tu écoutes ça pour savoir la suite des films, t'sais. Parce que c'est comme un. Tu sais, dans Falcon and the Winter Soldier, Falcon devient le nouveau Captain America. Fait que tu le vois comme c'est la première fois qu'il porte le costume et tout. Mais ça, parce qu'à la fin d'Endgame, il apprend que c'est lui que Steve Rogers a choisi pour devenir le nouveau Captain America. Fait que si dans le prochain Avengers, on voit Falcon en Captain America, on le sait qu'il allait devenir Captain America. Fait que c'est pas vraiment un enjeu de faire une série, puis c'est pas un, mettons, utile au point de devoir absolument écouter la série. Sauf que là, tu me fais une série que t'apportes un nouveau personnage qui est une nouvelle super-héroïne, une femme au caisse, puis en plus, tu rajoutes un personnage de Black Widow, parce que Yolanda, on la voit dans la série au caisse, parce qu'à la fin, dans le fond, la scène cachée de Black Widow, c'est une femme qui vient voir Yolanda, puis ça se passe après Endgame. Là, c'est comme, elle découvre que sa sœur est morte, puis là, elle a comme un contrat d'aller tuer Clint Barton, parce que c'est comme à cause de lui, si elle est morte, elle s'est sacrifiée. Là. Mais là, dans Hawkeye, c'est comme la suite, si tu veux. Fait que je trouve, là, ils se mêlent un peu là, dans leurs affaires. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils restent vraiment comme séparer un peu les séries puis des films. Parce que c'est pas tout le monde qui va avoir Disney+, puis là, c'est un peu le bordel. T'sais. Fait que je ne sais pas si on va voir Kate Bishop dans les films. T'sais, en même temps, ça pourrait marcher là, que dans le prochain film, c'est Clint Barton, il présente à l'équipe Kate Bishop, la nouvelle Hawkeye. Les gens qui ont écouté la série vont savoir c'est qui, mais en même temps, je trouve que ça va être un peu brouillon là, comment c'est fait. Mais en tout cas, on verra bien où ça s'en va. C'est comme le prochain Doctor Strange. Tu vois Doctor Strange qui, dans l'annonce, là, tu vois qu'il s'en va voir Scarlet Witch, puis il parle de, il demande pourquoi tu as fait ça dans cette ville-là. Puis dans le fond, c'est pour aller voir, c'est pour faire une référence à la série, qu'est-ce qu'elle a fait dans la série, puis parce qu'elle a pris comme une ville en otage là, sous sa magie. Fait que, si tu n'as pas écouté la série, là, tu comprends pas trop pourquoi Doctor Strange il demande ça à Scarlet Witch. Je trouve ça bizarre un peu, comment ils font ça, mais bon. On verra la suite. Je trouve ça dommage un peu, mais tu as aussi un gros guest star là, qui arrive dans Hawkeye. Je veux pas le dire parce que c'est quand même un spoiler, puis même si moi je l'avais tout vu aussi sur les réseaux sociaux là, avant d'aller voir. Parce que j'aime ça attendre que la série soit toute sortie, parce que sinon c'est long, tu sais. Puis c'est ça, tu as un gros personnage qui arrive, c'est quand même surprenant, mais moi, il me semble, je l'aurais intégré dans un film direct, parce que c'est un gros personnage de Marvel. Fait que c'est comme. Okay, mais c'est un personnage qu'on n'a pas vu dans les films encore. C'est un personnage qu'on a vu dans une des séries Netflix de Marvel. Okay. Ben, en fait, je peux le dire, là, je peux le dire, là, c'est Vincent D'Onofrio qui reprend son rôle du caïd. C'est qui? De Wilson Fisk.
Wilson Fisk, c'est, tu sais, dans Spider-Verse, Ouais. le gros méchant, là, chauve, Ouais, c'est lui. c'est lui le caïd. Ok. Puis ça, c'est un gros méchant de Marvel en général, mais tu sais, c'est principalement l'ennemi de Spider-Man, Daredevil, Punisher, tu sais. Fait que là, dans la série, ils ont intégré ce personnage-là. Il n'y a pas un grand rôle non plus, mais il se fait mention. Puis là, on voit que c'est le même acteur qui le jouait dans la série Netflix de Daredevil. Fait que c'est quand même un gros, un gros punch, là, dans le sens que c'est cool parce qu'il jouait bien son rôle. Mais là, c'est sûr que c'est quand même distinct, là, la série de Netflix puis Disney+. Ils veulent faire autre chose. Fait que c'est sûr que lui, dans cette série-là, il y a plus les pouvoirs, justement, de Wilson Fisk. C'est plus le caïd qu'on connaît des comics. Mais en même temps, c'est quoi l'enjeu par après? Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont avec ça. Ou, comme Yolanda Romanoff, qui est la nouvelle Black Widow. Est-ce qu'ils vont juste l'intégrer justement dans Hawkeye puis dans les suites, la saison 2, puis, ou bien on va finalement toutes les voir dans les films. Ça aussi, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais malgré tout ça, Hawkeye, c'est-tu bon ou c'est un peu de la merde comme moi, des séries? je te dirais, moi, je l'ai quand même apprécié. Je dirais pas que c'est comme révolutionnaire. Je trouvais WandaVision, c'était quand même très original. Puis, c'était très. Ça venait apporter quelque chose de nouveau, je trouve, dans le MCU en soi. Mais Hawkeye, c'est divertissant. Il y a de l'action en masse. C'est sûr qu'au début, ça commence un peu lentement. Tu sais pas trop où ils vont. Mais une fois que tu vois Clint Barton arriver, parce que la série commence sur Kate Bishop. Fait qu'on apprend à la connaître, on sait qu'est-ce qu'elle fait, peut-être tralala. Mais je trouve l'erreur qu'ils ont faite, c'est que ça se passe à Noël. Ils sont à New York à Noël. Fait il y a beaucoup de musique de Noël. Il y a beaucoup de c'est une comédie, si tu veux, là, d'action. Fait que je trouvais que ça faisait un peu trop Noël pour rien. Je veux dire, OK, on peut pas l'associer vraiment à Noël. C'est un peu bizarre. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la suite des choses. C'est juste 6 épisodes. Fait que ça s'écoute quand même vite. Puis tu te dis, bon, il va y avoir une deuxième saison, mais en même temps, on ne sait pas où ça s'en va tout ça. C'est comme la prochaine série, là, ils vont sortir la première série qui va vraiment présenter un nouveau personnage qu'on n'a pas vu nulle part ailleurs. Fait que ça, tu vois, c'est sûr que j'aimerais ça que ça soit juste un film qui nous présente un nouveau personnage. Sauf que là, ça a plus de. Ça aussi, comme ça a plus de chances d'être juste une série puis qu'on ne le voit pas vraiment dans les films. Mais on le sait que ça va se passer quand même en même temps que le MCU, tu sais. Puis c'est de Moon Knight. Je sais pas si tu as vu la série, l'annonce ou l'affiche. Ben, Moon Knight, c'est pas l'ongle dans Spider-Man, son oncle méchant. Non, c'est ça, non. Donc, Ça, c'était. Je me rappelle plus son nom, mais c'était un autre nom, Chevalier ou. Non, Moon Knight, c'est un. Si tu veux. C'est un fantôme égyptien, si tu veux. C'est un gars qui se fait comme hanter par une momie égyptienne. En tout cas, c'est un pharaon. Là. Je connais pas trop l'histoire, mais je me suis renseigné un peu. Mais tu iras voir l'annonce, je te l'enverrai si tu veux. C'est Oscar Isaac qui va jouer le rôle, puis Ethan Hawke qui va être le méchant. Fait que ça a l'air quand même très intéressant comme série. J'ai hâte de voir. Puis c'est une série qu'on va. En tout cas, ça a l'air violent. Puis, tu sais, comme. J'espère qu'ils vont aller plus dans le dark, tu sais, parce que c'est quand même un personnage qui est dark puis qui est violent, tu sais. C'est carrément quelqu'un qui devient une autre personne, tu sais, c'est une double personnalité. Fait que, j'ai hâte de voir s'ils vont oser aller dans la violence comme un peu le Daredevil de Netflix, tu sais. Ce qu'on avait vu là-dedans, tu sais, c'était quand même quelque chose. Parce que là, on ne sait pas aussi s'ils vont continuer la série de Daredevil ou s'ils vont comme faire un film de lui. C'est sûr que c'est un personnage, je trouve, qui mérite un film. Daredevil, c'est quand même un gros personnage de Marvel. Fait que, moi, j'aimerais ça voir un film de lui, vu qu'on a déjà eu la série Netflix, c'est un peu bizarre. Là. Mais
J'ai hâte de voir la suite, Ben. J'ai hâte de voir la suite. C'est parce que ce qui est intéressant dans cette série-là de Moon Knight, c'est que c'est la première série qu'on fait pas, admettons, que le nouveau personnage n'est pas aidé par un Avengers qu'on connaît. Ou, c'est carrément un nouveau personnage. Fait que, c'est ça qui est le plus intéressant, je trouve. T'sais, tandis que les autres séries qu'on fait, c'est tous des personnages qu'on connaît déjà, que c'est juste, admettons, un brin de leur vie qu'on voit en 6 épisodes. C'est moins intéressant, je trouve. Là. Tandis que là, c'est vraiment comme une nouvelle origine. Fait que j'ai hâte de voir. Moi, je vais toujours rester sceptique par rapport aux séries qu'ils vont faire parce que je trouve que ça manque de risque un peu leur chose. Ben, c'est sûr, tu sais. Surtout qu'ils durent 6 épisodes, puis que souvent, ça brette la patte, là, je veux dire, il se passe rien dans un épisode, puis après ça, Ben, comme... c'est ça. Ben, pour faire justement le pont où est-ce qu'on s'en va, j'ai écouté les 3 premiers épisodes de Boba Fett, le Book of Boba Fett, puis c'est pas bon, là. Je trouve ça vraiment plate pour elle, c'est pas bon. Tu vois, moi, j'ai écouté les 2 premiers épisodes, puis je suis à la même place que toi, dans le sens que, tu sais, c'est divertissant, oui, tu sais, mais il n'y a pas d'histoire, puis ça amène un peu de nulle part. C'est un peu là où on s'en va avec The Mandalorian. 2 saisons, 16 épisodes. Je trouve que première saison du Mandalorian, tu sais, sa quête, elle arrive vite. Tu sais, on le sait, c'est quoi sa quête. Il protège Grogu, puis tu sais, on sait c'est quoi. Je veux dire, il se trouve lui-même une quête. Là, la quête est claire. La quête est claire. Au début, il faut qu'il aille chercher un gars pour le tuer, puis ça donne que c'est un bébé, puis ça, il faut qu'il l'envoie quelque part pour pas le tuer. Ouais. C'est clair, puis c'est ça. Sauf que dans tout ça, tu as des affaires qu'on s'en fout. T'sais, l'épisode où est-ce qu'il va à des gitans, là, puis qu'il essaie d'entraîner des gitans, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? T'sais, pourquoi? Ça sert à rien, là, c'est plate. Là. Ah ouais. Ben, tu sais, je trouvais, c'est ça, mais c'est parce qu'il faut le voir aussi que Disney, on dirait, tu sais. Moi, j'ai écouté les Clone Wars, tu sais, la dernière saison qu'ils ont faite, la saison 7. C'est comme pour clore le Clone Wars, si tu veux. Puis, tu sais, Clone Wars, la saison 7, pour vrai, il y a 12 épisodes. Là. Puis les 4 derniers épisodes sont vraiment écœurants. Parce que ça se passe en même temps que la fin de Revenge of the Sith. Fait que t'as comme Ahsoka Tano qui tu vois qu'est-ce qu'elle fait pendant l'ordre 66. Puis tu sais, là, elle se bat contre les clones qui veulent la tuer. Puis il y a un autre clone qui la sauve, qu'elle enlève la puce dans sa tête. Fait que lui, il est comme avec elle. Fait que, tu comprends où est-ce que ça s'en va. Parce qu'elle, tu la revois dans Rebels, qui est une autre série comme Clone Wars, là, si tu veux, là, une série d'animés. Mais ta voix plus vieille, c'est quand même, ça, c'est après, justement, l'ordre 66, peut-être qu'est-ce qui se passait. Fait que tu la vois encore avec ce clone-là qui s'appelle Cody. Puis, tu sais, là, tu comprends en saison 7 comment ça s'est passé, mais ça, j'ai trouvé ça intéressant, sauf que c'est juste les 4 derniers épisodes. Tu sais, là, elle se bat contre Darth Maul aussi, tu sais, fait que les combats sont écœurants, tu sais, toute la kit. Sauf que là, sur 12 épisodes, t'en as 4. Fait que là, les 8 premiers épisodes, c'est n'importe quoi, tu sais, c'est elle qui fait... Puis Clone Wars, ça a tout le temps été ça un peu, tu sais, des émissions un peu par rapport que, tu sais, tu suis un droïde qui s'enfuit de d'autres droïdes, tu sais, c'est des émissions comme ça, tu sais, ça dure une demi-heure, tu sais, c'est pas long, mais, tu sais, quand même, il y a des épisodes vraiment nowhere. Puis, je trouvais que Mandalorian, c'est un peu ça qu'ils ont fait, tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est le même producteur aussi, tu sais, Dave... Jon Favreau? Non, Jon Favreau, il est producteur de Mandalorian, mais je veux dire, Clone Wars, okay. C'est Dave Filoni aussi là, qui a fait ça. Fait que, c'est un peu la même pensée. À la place de le faire animer, ils le font en live action pour que ça a l'air plus d'impact. Mais tu trouves-tu que Mandalorian, tu perds l'essence de Star Wars, puis ça aurait pu être n'importe quoi qui s'appelle pas Star Wars, puis ça aurait été la même chose? Ben, c'est sûr, Mandalorian, ils mettent plus l'accent sur justement les chasseurs de primes, les gens de Mandalore qui ont quand même un récit derrière eux. Mettons, Bo-Katan, tu la vois, elle, dans Clone Wars, Fait que c'est là-dedans qu'on sait un peu plus, ça veut dire quoi, l'épée noire là, de Black Saber. C'est là-dedans que tu vas plus comprendre, là, si tu écoutes Clone Wars. Puis, je pense que l'avantage que de Mandalorian a, c'est qu'il peut offrir, admettons,
justement des apparents, des guest stars qui passent, c'est comme Ahsoka Tano, c'était le fun d'avoir en live action. Sauf que là, tout ce monde-là qui apparaissent là-dedans, c'est des plans que Disney a pour faire d'autres live action. Donc là, ils parlent déjà de faire un live action pour Ahsoka. Là, tu as le live action d'Obi-Wan qui s'en vient. Tu as beaucoup d'idées un peu. Disney, son but, c'est de nous vendre n'importe quoi aussi. Là, puis les fans de la première heure de Star Wars vont être des appâts pour ça là, facilement parce que, comme Boba Fett, là, moi, je me souviens qu'avant que Disney Plus arrive, c'était censé être un film. Ouais. C'était censé aussi être un film, Obi-Wan, mais là, Disney Plus, on va faire une série. Mais pourquoi ils font pas de film? Tu sais pourquoi ils font pas de film? Pourquoi? Ben, parce que Solo n'a pas marché pendant tout, là. Ben, c'est ça, comme... Moi, j'y repense à ça, le Solo. D'ailleurs, j'allais regarder Solo. Mais il savait que Disney Plus, ça arrivait. Puis là, dernièrement, il parle de faire une série sur Kira, jouée par Emilia Clarke là, dans Solo. Puis j'imagine, j'ose espérer qu'ils vont suivre justement son histoire avec Darth Maul puis le Christian Gang. Ben c'est ça, parce que à la fin de Solo, c'est un spoil, on s'en fout, là, mais... un spoil. je trouvais ça sert à rien, là, mais c'est juste que quand tu vois Darth Maul arriver, t'es comme « Oh shit, Darth Maul, c'est bien hot. » Je pensais qu'il était mort, puis comme... Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont-tu l'amener dans la série d'Obi-Wan? Ça serait hot qu'ils se rebattent contre Darth Maul? Ou qu'est-ce qu'ils vont aller où avec ça? En fait, c'est pas mal sûr qu'il se rebattra pas avec Obi-Wan. Parce que, à moins qu'on le voit, parce que dans Rebels, c'est dans Star Wars Rebels qui est animé, tu vois le vieux, parce que Rebels, ça se passe juste avant A New Hope. Puis, fait que tu vois un vieux Obi-Wan qui est en vie là. Puis, c'est comme sa dernière rencontre avec Darth Maul, où est-ce qu'il tue Darth Maul. Puis c'est dit comme que ça fait des années qu'ils se sont pas vus, en tout cas. Fait que comment ça finit aussi la Clone Wars de la saison 7, c'est que Darth Maul veut à tout prix combattre Obi-Wan, mais là, finalement, il se retrouve à combattre Ahsoka Tano, puis tu sais pas où il s'en va après. Fait qu'on pourrait le voir dans la série Obi-Wan. Je pense qu'ils s'en vont pas là-dedans. Je pense qu'ils vont plus porter je pense qu'ils vont plus porter la série entre Obi-Wan et Darth Vader. Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils sont pas censés se revoir non plus, Obi-Wan et Darth Vader, mais je pense que ça va être intéressant de voir qu'est-ce que Darth Vader fait en même temps que Obi-Wan fait sur Tatooine. T'sais. Mais en tout cas, ça serait le fun quand même de voir Darth Maul. Disney, comme je te dis, ce qu'ils veulent, c'est vendre ce que les fans veulent voir. Fait que... faire du cash. Oui, puis c'est les meilleurs pour ça aussi parce qu'ils savent, ce qu'ils ont fait avec Spider-Man No Way Home, c'était écœurant, puis comme c'est ça que les fans voulaient, Mais là, à ce moment-là, une série, je veux dire, ça serait bien plus gros en film. Mais ça me moi, j'aurais vu une trilogie de Obi-Wan, parce qu'Obi-Wan, il y a plusieurs BD là, de Star Wars qui ont été écrits, des livres, là, des livres carrément qui ont été écrits sur Obi-Wan. Je les ai pas lus, mais comme sur Obi-Wan qui a une famille après l'ordre 66, là, sur Tatooine, il y a une famille carrément, il y a des enfants, puis comme il vit comme un homme normal, mais je sais pas où ils s'en vont dans la série. On va-tu le voir avec une femme, puis on va-tu savoir qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. À suivre. Ça, c'est excitant. Mais comme Solo, comme tu disais, après mûre réflexion, c'est un bon film, c'est le fun à regarder, puis je trouve, c'est sûr qu'il allait dans un sens de faire une série de films de ça, avec la fin aussi, avec Kira, puis le Darth Maul qui revient, on est comme tout, aïe, il est pas mort, lui, en deux. Si t'as écouté Clone Wars, tu sais que non, il est pas mort, mais là, c'était comme un retour. Mais là, cette affaire-là, il aurait peut-être dû faire une série sur Solo, puis intégrer justement ça. C'est un bon film pareil, mais là, il parle de faire une série sur Solo puis Chewbacca. Mais là, on ne sait pas où ils s'en vont vraiment. Là. Il y a plein d'affaires qui se disent, mais ça va-tu se faire? On ne le sait pas. On verra. Bref, Mandalorian, c'était quand même pas pire. Je trouve la deuxième saison. Western. Ah, vraiment. Ça ressemble à du Léoné quasiment. Là. Exact. Puis, tu sais,
c'est ça, la deuxième saison a été écœurante, tu sais. La fin de la deuxième saison, sans dire c'est quoi, là, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben écoute, les 4 derniers épisodes, c'est des apparitions de personnages légendaires, un après l'autre, puis tu sais, comme c'est la fin, écoute, c'est malade. C'est tellement poignant, tu sais. CGI est bon, tu sais, mais tu le sais que c'est CGI, mais c'est quand même, c'est juste la surprise de voir ce personnage-là, puis comme, qu'est-ce qui se passe à la fin et tout, c'était écœurant. Là, pour la saison 3, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que sa je ne quête veux est pas finie, spoiler rien, mais c'est ça, sa quête est finie quand même, là, il a complété ce qu'il avait à compléter. Puis en même temps, c'est aussi tout l'ordre, pas l'ordre, mais comme le mandat, si tu veux, d'un Mandalorian. T'sais, Mando, il suit à la lettre là, son mandat de ne pas jamais enlever son casque. Il suit vraiment les règlements, même si il croise tout plein de Mandalorians qui, eux, ils suivent pas en tout les règlements, puis sont comme juste, on s'en fout. C'est ça qui est intéressant aussi. Là. C'est comme le dernier, si tu veux, de s'aligner, qui suit vraiment. Mais même si ça n'est même pas un vrai Mandalorian en plus. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, comme on le sait pas non plus qu'est-ce qu'il y en est de sa jeunesse, comment il était. On l'a vu un peu dans saison 1, mais dans saison 2, on parle pas pantoute de son passé. Fait que je me demande si dans saison 3, on va pas aller plus vers là. Peut-être. C'est sûr qu'il y a Moff Gideon qui va être encore là, puis c'est le gros méchant. Là. J'imagine qu'ils vont revenir avec un Yoda qui est. Ben, pas un Yoda, mais un Grogu qui est évolué parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est un personnage marquant dans la série qu'il faut que tu l'amènes quelque part. Fait que... Mais tu sais, là, il y avait aussi plein de rumeurs, là, comme quoi l'acteur serait peut-être même plus engagé pour Mandalorian, là, à cause de ce qu'il disait, tu sais, avec l'actrice aussi, comment elle s'appelle, l'actrice qui joue la Rebellion, là. Ouais. Je me rappelle plus son nom, mais c'est ça, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Tu sais, je parlais avec un de mes amis qui c'est un grand fan aussi de Star Wars, puis tu sais, il y aurait une possibilité qu'on voit justement les personnages de Star Wars Rebels, mais en live action. Tu sais, là, on a vu, on voit en live action, tu sais, Ahsoka Tano, on voit plein de monde, mais c'est tous des gens qu'on a vus en animated avant, tu sais. Fait que là, ce serait le fun de voir peut-être des personnages de Rebels, puisque Rebels, ça se passe avant la grosse guerre. Fait que c'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? T'sais. J'ai hâte de voir la suite, mais ouais, effectivement, Boba Fett, on dirait qu'ils ne savent pas trop où ils s'en vont. On verra, là, mais tu sais, ils gardent le même style. C'est ça que je trouve bizarre. C'est Boba Fett, mais ils gardent un peu le style western. Mais tu sais, l'affaire, c'est que Boba Fett, c'est comme un personnage marquant dans l'univers Star Wars, mais dans les films, il y a genre 4 scènes. Ouais. mais c'est parce que. Mais c'est surtout dans les comics, puis c'est un personnage qui est devenu légendaire par l'écriture qu'on a faite de lui, t'sais. Parce qu'il y a un gros background, Boba Fett, on le voit juste dans l'épisode 5 puis dans l'épisode 6. Dans l'épisode 2 aussi, tu le vois, quand il est jeune. Puis dans la série, ben, tu le vois aussi, ça c'est le fun, des petits flashbacks. Là, mais... Ben, c'est ça, je parle, oui. C'est comme dans les 3 films originaux, il arrive dans l'épisode 5 en tant que chasseur, il chasse Han Solo, puis dans l'épisode 6, là, il crève. Sauf que là, George Lucas, il a décidé de faire son origine dans l'épisode 2 pour voir qui c'était, Boba Fett, puis il vient d'où. Finalement, c'est un clone de l'homme qui s'est fait cloner, si tu veux. Fait que, dans le fond, il reste juste un clone, puis c'est le seul clone qui reste en vie, puis après ça, son origine, on l'a revu dans Clone Wars, qu'est-ce qui se passe par après, l'épisode 2, puis il veut tout le temps se venger, fait qu'il y a tout le temps comme un peu une amertume envers lui, en dedans de lui, puis comme il y a tout le temps l'esprit de vengeance aussi, on a su son père, fait qu'il déteste les Jedi, fait que c'est le fun de savoir qu'est-ce qui s'en est devenu de tout ça, mais là, justement, comme la série, ça montre juste que ce qu'on sait de lui après l'épisode 6, ben, la fois, il n'est pas mort, fait que, c'est un peu comme ça rend un peu son rôle dans l'épisode 6 inutile, dans le sens que il est tombé, il est mort, mais sa mort, dans le fond, elle n'existe pas. T'sais. Je trouve ça un peu dommage, mais en tout cas. On verra pour la suite, là, qu'est-ce qui se passe. Ouais.
Mais c'est pour ça que je t'ai dit, comme ça suit Mandalorian, dans le sens que à Le la, style. Ouais. à la fin de la saison 2 de Mandalorian, la scène cachée, à la fin, tu l'as vu? Ouais, mais j'imagine que ça suit pas nécessairement. Je pense que c'est juste une annonce de la série qui s'en vient. Tu Non, mais, comprends-tu? non, mais c'est Parce ça, mais que. l'annonce. Non, mais Ouais, t'as vu le premier ouais, ouais. épisode de Boba Fett? Ouais. Il est devenu le nouveau Jabba the Hutt, si tu veux. Là, il a pris cette place-là. Puis, Je à sais. travers l'épisode, là, on voit son passé, mais là, on retourne dans le présent avec Fennec, fait que Sauf que, tu sais, ce qui se passe à la fin de Mandalorian, c'est-tu vraiment ce qui se passe? Mais, ok, c'est pas clair que je vais dire, là. Tu sais, à la fin, tu vois qu'il prend la place de Jabba the Hutt à la fin de Mandalorian saison 2. ouais. Mais sais-tu ce qui se passe à la fin de Mandalorian saison 2 ou c'est juste ils mettent cette scène-là pour planter la série, mais que ça n'a aucun rapport avec ce que tu as regardé de Mandalorian avant? C'est-tu Non, ça? non, d'après moi, Ça prend exactement là. ben, c'est un peu les deux. Dans le fond, que ça présente, parce qu'après ça, c'est le livre de Boba Fett prochainement, mais c'est pour nous montrer aussi qu'il va être le gros chef, là, il a pris cette place-là, parce que dans la saison, dans l'épisode 1 là, de Boba Fett, ça commence son passé, mais il est dans le régénérateur aussi, là, Ouais. dans Mandalorian, on le voit tout brûlé, tout décolliné. Mais là, il est comme tout beau parce qu'il a été régénéré, il s'est fait soigner. Puis, il répond aux questions. Il reçoit des offres là, des paysans, genre. Okay. Il y a Fennec à ses côtés. Fait que, c'est comme si on savait déjà qu'il avait pris cette place-là. Fait que, c'est. OK, parce que moi, dans ma tête, Mandalorian, c'était l'inverse. Dans ma tête, Book of Boba Fett passait avant Mandalorian. Puis ce qu'on voyait de Boba Fett dans Mandalorian, ça allait suivre dans qu'est-ce qu'on va voir dans Boba Fett éventuellement. non. Non, c'est vraiment ce qui se passe dans Boba Fett, ça se passe après Mandalorian. Là. Parce que là, quand on le voit dans Mandalorian, il aide Mandalorian, dans le fond, pour avoir eu son costume, puis tout le kit. Fait que, dans le fond, il a fait son. Il a apporté son aide à Mandalorian, mais après ça, son histoire est finie avec lui. Fait que là, dans sa série Boba Fett, il y a Fennec qui travaille pour lui parce qu'il a sauvé la vie. Fait qu'elle a, si tu veux, elle a une dette envers lui. Mais, tu sais, comme c'est complètement une autre histoire qui se passe parallèlement à l'histoire de Mandalorian. C'est juste ça que je veux te dire, Ben. OK. Bref, on va continuer de suivre ça, puis on va voir ce qui va se passer par la suite. Assurément. Mais ça me fait chier, les séries. Ouais, ouais. C'est le fun, c'est le fun à écouter. Je veux dire, non. En fait, c'est pas le fun à écouter, mais c'est le fun qu'ils fassent ça, parce que tu vois des personnages que tu te serais dit, jamais j'aurais pensé le voir. Mais c'est sûr que c'est ça qui va planter aussi le cinéma, dans le sens que ça aurait dû être un gros film. C'est ça l'affaire, c'est ça. Si tu regardes la série et tu te dis qu'est-ce que ça aurait pu être écœurant en film, puis là, ça va être vraiment plate en série parce que c'est mal fait. C'est ça, c'est 8 épisodes, puis comme il y a des épisodes qui se passent à rien. Mais ça vient, comme je t'ai dit, ça suit le courant de Clone Wars. Il y a des épisodes qui servent strictement à rien, puis comme tu te dis, bon, pourquoi ils font ça juste pour rendre la série divertissante, mais tu sais. En tout cas, t'as-tu un autre film à jaser? Moi, il m'en reste 4, mettons. Donc, une nouveauté de une semaine qui est sortie vendredi passé, que ça, j'ai hâte d'en jaser. Je vais en jaser à l'instant même. Sauf que j'ai pas grand-chose à dire parce que, dans le fond, c'est The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen. Oui. Moi, les frères Cohen, c'est peut-être mes cinéastes préférés. Je les adore profondément. Ouais. C'est la première fois qu'il fait un film tout seul, puis ça me fait de la peine. Ouais, l'autre, ça ne tentait pas, c'est quoi? Non, c'est ça, je pense que ça ne tente plus parce que c'est trop exigeant, puis tout. Là. Puis dans le fond, ce film-là, c'est une adaptation de Macbeth, littéralement au Moyen-Âge, puis tout. Sauf que moi, j'ai jamais lu le Macbeth, fait que je connais pas ça. Fait que j'ai regardé le film, puis j'ai rien compris. Ouais. Fait que je peux pas vraiment dire de. Mais je te dirais que selon l'annonce, là, ça a l'air extrêmement abstrait comme film, puis très théâtral quand même. Là, ça vient rechercher la pièce de théâtre, justement. Moi, je connais Macbeth, j'ai vu des pièces de théâtre, j'ai lu le livre, mais tu sais, je te conseillerais d'écouter, comme je te l'ai déjà dit, d'écouter le film Macbeth qu'ils ont fait en 2014, je pense, 2016, avec Michael Fassbender puis Marion Cotillard. C'est quand même un très bon film qui représentait bien l'histoire. Là. Je pense que ça t'aiderait peut-être à mieux comprendre. Puis, ouais, vas-y, t'allais dire quoi?
Mais tu sais, aussi, le film, je pense, se veut extrêmement exigeant, puis ça se veut un peu dans le style de Bergman. Mettons, si des gens ont vu Le Septième Saut, où c'est comme Ouais. un gars qui joue avec la mort, c'est très philosophique. Hmm. Ben, je pense qu'il y a plein de styles visuels qui ressemblent à ça, des indices. Mettons, ben, t'as pas vu le film, mais tu sais, la madame qui est genre toute croche de même, là, qui joue la voisine Ouais. d'Harry Potter. Là, Mhm. Tu sais de qui je parle, la voisine d'Harry Potter qui est une sorcière, mais on sait pas. Là. Ouais, ouais, Jerry, hein, ouais. Ouais, c'est ça, c'est elle qui joue cette madame-là. Puis elle ressemble beaucoup à la mort dans le Septième Saut. Tu sais. Puis c'est des films qui te Ouais, font réfléchir puis qui t'amènent dans dedans. Puis c'est très difficile à regarder pareil. Fait que je c'est pense que le ça. film se veut un hommage à ça. Puis, tu sais, de toute façon, un film des frères Coen, c'est souvent difficile d'accès à la première écoute. Puis, plus que Ben, tu c'est lis, plus clair. que tu regardes. Tu sais, mettons, El Caesar, là, la Ouais. première fois que je l'ai vu, j'étais comme, qu'est-ce que je vais regarder, je comprends pas. Puis, j'avais pas tellement trippé. Puis, à ce temps, je l'ai écouté comme 4-5 fois de plus. Puis, j'adore ce film-là parce que c'est Ouais. riche. Puis, il y a plein de Ouais, sous-textes. Puis, tout, puis ça, c'est hot, là. faut juste que tu sois comme attentif là, à ce qui se passe. C'est ça. Mais je pense Tragedy of Macbeth, c'est ça. Selon le preview, je trouvais que ça avait l'air vraiment comme exigeant, là, comme tu dis. Puis, tu sais, c'est sûr, j'ai hâte de l'écouter, mais en même temps, c'est ça. Faut être prêt là, pour ce genre de film-là. Faut que tu sois en forme. Puis moi, je pense que la prochaine fois, je vais l'écouter avec des sous-titres parce qu'ils ont comme un slang anglais particulier. Ah, Puis ouais. c'est difficile. Tu sais. Tu trouves-tu que, comme, vu que c'est juste Joel qui l'a fait, trouves-tu comme qu'il y a moins, admettons, l'essence des frères Cohen que dans leur autre film, tu sais? Vu que c'est juste Joel, y a-tu quand même l'essence des frères Cohen ou Moi, je c'est vraiment pense. Moi, non. plus Je un pense que. style qu'il va rechercher pour lui-même, tu sais? Non, je pense que tu peux reconnaître le cinéma des frères Coen à travers le film, mais encore là, il faudrait que je le réécoute parce que j'ai pas compris. OK. mais je pense que oui, tu pourrais reconnaître tu sais, un peu le vide de sens, un peu que tu trouves mettons, de Serious Man ou des affaires comme ça, des frères Coen. Je pense que oui, c'est ta réponse à ta question. Intéressant. Ouais. Intéressant de tabarouette. Puis, ceci dit, j'ai rien compris, mais je pense que c'est un grand film qu'on va se rappeler, là, qui va marquer les esprits. Là. Ouais. Fait que, Ah, ça. ben, j'imagine. Visuellement, c'est incroyable. C'est en noir et blanc, genre de 4 tiers un peu, là, un écran Oui. ratréci. Tu sais. Puis c'est beau, là. C'est incroyable. C'est quand même violent Ouais. aussi. T'as des scènes où il tue du monde, c'est violent. Ben, j'adore Denzel Washington, tabarnache. Fait que je te le conseille. Je te le conseille. All right. Ça, c'est juste sur Apple, hein? Apple TV. Ouais, c'est sur Apple, mais habituellement, Apple, ils sortent leurs choses en DVD ou en Blu-ray. Là. Fait que j'imagine qu'il va sortir éventuellement. Ouais, Parce que, je vais attendre de voir. Je vais attendre de voir. Comme mais je te le The conseille. Matrix. Comme The Matrix Resurrection. Je m'attends de voir qu'ils sortent en 4K. Ben, tu sais, il Oui, avait sorti On the Ouais, Rocks vas-y. en Blu-ray, je l'ai pas mis, puis c'est un film Apple. Fait que c'est sûr qu'ils vont Ah, sortir. OK. Fait que Ben c'est ouais, ça. ben je vais attendre. Je vais C'est attendre ça. ça. En plus, il risque de sortir plus tôt que, mettons, les films qui finissent du cinéma, tu sais. Ben, j'imagine, je sais pas. Imagine, on check ça. On check ça. Mais tu sais quoi? Ouais. Moi et tout, j'ai écouté un film qui est resté dans les mémoires. C'est quoi? Un film de, je pense que c'est 1998, pas sûr. T'as sûrement déjà vu ça là, quand t'étais jeune. Moi, je l'avais en VHS quand j'étais jeune, mais là, je l'ai plus. Mais là, il jouait à TV dans le temps de Noël, puis je l'avais enregistré. C'est Il ne faut pas réveiller la souris qui dort. Je sais pas. The Mouse Hound. Non, je sais pas. T'as jamais vu ça? Ben, C'est c'est deux frères que leur père vient de mourir, puis il y avait leur père avait une usine de ficelles. Puis il y en a un des frères qui a repris la compagnie de ficelles. Puis l'autre frère, lui, c'est un cuisinier. Mais là, toute leur affaire ne marche pas. Puis il y en a un qui se sépare de sa femme. Puis l'autre, son restaurant ferme. Donc là, ils n'ont plus d'argent. Fait que là, ils s'en vont pour vendre la maison de leur père. Mais c'est comme un vieux manoir, tout délabré. Puis comme Mais toutes les tapisseries, puis tous les tapis sont faits par la main de leur père, à la ficelle. Fait que ça vaut vraiment cher comme manoir. Fait qu'ils se disent, on va vendre cette piole-là, on va rénover un peu. Mais là, en rénovant un peu, ils découvrent qu'il y a une souris qui est là, tu sais. Fait que là, c'est juste deux totons, là. C'est assez clownesque, là, comme film, tu sais. Il y a beaucoup de références au théâtre des clowns. Puis, tu sais, les acteurs aussi, je connais pas leur nom, mais tu sais, c'est des acteurs qu'on voit souvent mais c'est quoi le dans titre? des films. C'est Mouse Hunt en anglais, mais en français, c'est Il ne faut pas réveiller la souris qui dort. Ah, ok, je l'ai. Ne réveillez pas une souris qui dort. Ah, ne réveillez pas. Ok, désolé. Mais tu sais, comme c'est très Ah, clownesque.
comme acting, tu sais, puis c'est vraiment drôle, tu sais, ça fait un peu penser à Home Alone, tu sais, parce que c'est, dans le fond, les deux frères, ils essayent de tuer la souris ou de la capturer, mais ça marche jamais, puis tu sais, la souris est bien trop intelligente là, pour la game, puis comme c'est juste un film vraiment drôle, puis tu sais, ça remémore aussi beaucoup de souvenirs d'enfance. C'est qui fait ce film-là? Ben, je sais pas. C'est Gore Verbinski. Ah ouais, c'est lui qui a fait ça, ouais. C'est ça, 98? 97? 97. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça me dit rien pas en tout. Ben, c'est sûr que tu l'as déjà vu à la télé. C'est sûr. Tabarnouche, c'est sûr. Ben, je vais demander mes parents, mais je sais pas. Mais c'est très drôle. Puis, pour ceux qui aiment Home Alone, mettons, c'est un peu le même style. C'est deux épais. Là, ils tombent dans leur pièce. Ils posent, mettons, plein de trappes à souris partout dans leur cuisine. Sauf que là, ils se retrouvent comme piégés au fond de la cuisine parce qu'ils ne peuvent plus marcher. Parce qu'ils en ont mis tout partout. Ouais. Mais là, la souris, elle en fait. Elle pogne un olive, genre, sur une trappe. Puis, elle fait tout envoler toutes les autres trappes. Fait que les autres sont comme coincés, puis ils reçoivent toutes les trappes à souris dans la face. Que c'est drôle. T'sais. C'est bien le fun. C'est un bon film à regarder. Excellent. Je le conseille à tout le monde. Je le conseille à tout le monde. Moi, j'ai deux films aussi. Ouais, vas-y. C'est le genre de film juste pour relaxer. Tu écoutes en après-midi, genre pour le fun. C'est le genre de film qui joue à TQS à 3h. Ouais, c'est ça. Ouais, TQS, il joue dans le temps de Noël à Radio-Canada. Ouais. Ah, OK. Mais c'est le fun parce que, justement, c'est pas des gros noms d'acteurs. Mais c'est des acteurs qui ont souvent joué des seconds rôles dans des films, justement, à cette époque-là. Puis, le style est un peu britannique, là, parce que ça, je pense même que ça se passe, là, ça se passe en Europe, là, à quelque part. Mais comme le style, c'est vraiment comme, il y a des châteaux, puis c'est la ficelle, quand tu penses à une usine de ficelle, c'est comme, c'est vieillot, le style du film est un peu dans cette vibe-là. OK. C'est bien le fun, t'écouteras ça, Ben. Peut-être un jour, si ça donne. Moi aussi, j'avais tapé 2 autres films que j'ai regardés. J'ai tapé plein, mais je dirais les 2 que j'ai tapés à télé parce que t'avais des postes de films débloqués pendant Noël. Aïe aïe! OK, pas des films 3X, Ben? Non. OK. Non. Okay, je vais faire les 2 rapidement parce que j'ai pas grand-chose à dire. Ouais. Moi, il m'en reste 2, puis OK. Moi, j'ai In Bruges de Martin McDonagh. Ah oui, j'ai vu qu'il jouait, ouais. Très bon film, ça. Très, très, très bon. Ouais, j'adore ça, hein, ouais. Tu sais, McDonagh, il a fait 3 films, j'en ai vu 2. Lui que j'ai pas vu, c'est Seven Psychopaths. Puis son dernier film qu'il a fait, c'était Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ouais, qui était incroyable. Puis je trouve que entre le premier qui est In Bruges puis le dernier, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances. Puis tu sais, l'aspect du suicide puis de la mort puis d'être malheureux est vraiment présent dans son cinéma. J'aimerais ça voir Seven Psychopaths, voir si ça se retrouve, mais j'ai l'impression que oui aussi. Là. Ben, je t'avais vu, justement, ça passait à Radio-Canada, c'est tout l'autre fois. Ben, l'autre fois, c'est quand même quelques années, là, mais je l'avais vu. C'est quand même pas pire. C'est un bon film. C'est très bon. Hein. Ouais. Dans le fond, l'histoire, c'est 2 tueurs à gages, que c'est Maugrey Folleuil puis Colin Farrell. Je sais pas c'est qui Maugrey Folleuil, je me souviens plus de son nom, mais c'est Gleason, là, Brian Gleason. Oui, c'est ça. Puis c'est 2 tueurs à gages, puis là, il s'est passé un mauvais coup sur un meurtre qu'il fallait qu'il fasse. Fait que là, ils sont envoyés à Bruges, en Belgique. In Bruges. Puis c'est comme une vieille ville médiévale. Puis là, Colin Farrell, il est comme, hey, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? C'est plate, c'est de la merde, tu sais. Tout le monde sont comme contents, ils disent c'est beau, t'as des belles vues, t'as comme des belles architectures, puis tout. Là, dans le fond, tu te rends compte qu'il est là parce que le boss, il veut qu'il tue Colin Farrell, mais en même temps, il est comme pas bien dans sa vie, puis il y a tout l'aspect qu'il veut se tuer lui-même aussi. Fait que là, c'est ça qui se passe. Moi, je trouve ça super. C'est de l'humour noir britannique qui est génial, que j'adore. Fait que c'est ça. J'ai bien aimé ça. Ben, c'est un bon film. Comme il suit quand même la même logique dans tous ses films qu'il a fait. Tu regardes Three Billboards Ebbing, Missouri. Tu regardes ce film-là, ça parle justement de ça. Juste la vie. La mère de famille, elle recherche sa fille, puis elle est comme juste m'en fout de tout, puis elle crisse le feu partout, puis c'est écœurant, tu sais. J'aimerais ça voir le cinéaste puis le prendre dans les bras pour dire hey, ça va-tu, genre, t'es-tu correct? T'as-tu vu Seven Psychopaths?
Ouais, mais c'est ça, je te disais, il passait à Radio-Canada l'autre fois, puis je l'avais vu. Ah, ok. Je pensais que tu parlais d'Une Bruges. Ah, non. Ben, une bruge, je l'avais déjà vu, je pense, à Super Écran, même. Ok. Quand même un bout. Mais comme, non, Seven Psychopath, ouais, je l'avais vu à la TV. Puis c'est vraiment intéressant. Ça parlait de ça et tout. Tu sais, c'est des gens dépressifs. Puis comme, il y a tout le temps un peu comme tu dis, c'est de la comédie noire, mais il y a tout le temps, au-delà de tout ça, une espèce de suspense policier là, autour de tout ça. C'est bon. Puis Colin Farrell, t'es écœurant et tout dans Seven Psychopath. Là. Mais je pense que c'est Christopher Walken qui vole la vedette là, dans ce film-là. Là. En plus, dans ces films-là, Colin Farrell, il se fait pas amputer. Non! Okay. Non. Okay. Tabarnache. De Prey. C'était ça, de Prey? Prey? Ben, c'est dans le The Big Al qui sont amputés. Il me semble qu'il y a un autre film aussi qui sont amputés, je me souviens plus lequel. Ben, de Prey de Sofia Coppola? Non, The Big Al de Sofia Coppola. Les proies. Ah oui, c'est ça, ok. Ouais, ça, c'est non, ça. Mais, il me semble qu'on a jasé d'un autre. À Proie, moi. Ouais, on avait jasé, ouais. En tout cas, je me rappelle plus. Pas. En tout cas, ça, c'est comme Sean Bean qui se fait tout le temps tuer dans ce Puis à part ça, mon autre film que j'ai tapé aussi, c'est Where the Wild Things Are de Spike Jonze. Ah. Qui était son 3e film, je pense, qu'il a fait Spike Jonze. Ah oui? Puis les 3 autres films, il a fait 4 films, Spike Jonze, dans sa vie. Il a fait Adaptation, Being John Malkovich, Where the Wild Things Are, puis Her. Puis les 3 autres, c'est des grands films. Là. Oui. Being John Malkovich, c'est incroyable. Her, c'est un chef-d'œuvre. Puis Adaptation, c'est génial. Ce film-là, c'est bon, mais c'est pas à hauteur des 3 autres. Mais est-ce que c'est bon? Dans le fond, c'est un... Je pense que l'histoire, au départ, c'est une histoire pour enfants qui est adaptée au cinéma, mais pour des adultes, genre. OK. Ça me dit rien. C'est qui joue dedans? C'est Max et les Maximons, si tu connais ça. Ouais. Ben, c'est ça. Ah, OK, c'est ça. Ouais. OK. Mais je l'ai pas vu, là. OK, ouais, ça avait l'air bizarre. Quand c'est sorti, 2007, genre? 2009, je pense. Ben, il me semble 2009, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Ma mère était là. Ah, t'aimerais peut-être ça? Mais j'étais là, non, ça a l'air plate. Non, t'aimerais ça. Pour vrai, c'était un beau film. Vrai, dans le fond, c'est un enfant qui a des problèmes de comportement, puis qui est comme tout seul dans son monde. Puis sa sœur est rendue plus vieille, fait qu'il s'en fout de lui un peu, fait qu'il joue tout seul, puis il a comme des amis imaginaires. Puis là, un moment donné, il pète une coche. Non, pas encore. C'est juste qu'il genre, il parle à la clôture, là, c'est ça. OK. À un moment donné, il pète une coche, puis il mord sa mère. Puis sa mère est fâchée, puis il part en courant, puis il s'enfuit. Puis là, il prend le bateau, puis il s'en va sur une île. Tu sais. Puis là, sur l'île, il y a des maximonstres. Puis là, tu te rends compte que les maximonstres sont pas si gentils que ça, ils mangent des humains. Mais là, il essaie de se faire passer pour genre un roi qui se passe des affaires. Fait que là, il se met à avec eux, puis là, ça commence à chier un peu dans leur affaire. Puis c'est un peu ça, tu sais. Fait que c'est comme de rentrer dans la psyché de l'enfant, puis de dire que tout ça, ça se peut, puis c'est beau, tu sais. Même si c'est pas un film qui est super joyeux non plus, là, mais c'est vraiment un beau film. Mais malgré tout, c'est pas à hauteur des 3 autres, mais ça vaut la peine d'être regardé, je pense. T'aimerais ça, je pense. Hey, je vais checker ça, pour vrai. Ça avait l'air quand même correct, là, mais étant enfant, ça m'intéressait pas tant, tu sais. Ça avait l'air bizarre. Ah, mais non, mais c'est pas un film pour enfants pendant tout, là. Non, hein? C'est un peu comme on jasait tantôt, là, le film pour enfants. Tu penses, c'est Jojo Rabbit, hein, c'est ah, ouais, c'est pas un film pour enfants. Non, mais c'est ça, mais tu sais, l'enfant va avoir du fun, tu as regardé ça, mais il comprendra rien, là, c'est tellement des sujets adultes, puis comme dark. C'était clair. Ben, tu sais, d'ailleurs, dans Lost in Translation, là, ouais. le mari de Scarlett Johansson, là, qui est jamais là, puis qui est comme dans sa job tout le temps, ben ça, c'était inspiré de la vraie histoire de Sofia Coppola, puis ce mari-là, c'était Spike Jonze. Hein? C'est vrai? Ouais. Tabarnache. Puis elle a-tu rencontré un Bill Murray, elle aussi? Ben, j'ai aucune idée. Peut-être. On l'appellera ou il jasera? Ouais, je sais pas. Ah, c'était écœurant. Fait que c'est ça. Je le conseille quand même. Moi aussi, j'ai écouté 2 films, mais pas pour enfants. c'est deux films d'horreur. Ben, mon dernier film, c'est un film d'horreur, fait que ça tombe bien. Hey, aïe, ça tombe bien. Mais d'après moi, le tien, c'est devenu bien plus un classique que mes 2 que je vais jaser. Il y en a un que j'avais jamais vu, puis que ça faisait quand même un bout que je le cherchais, puis là, il avait passé à Frisson TV. Fait que là, je me suis dit, je vais le taper. Puis c'est Les Vampires du désert. En anglais, ça s'appelle The Forsaken. OK.
Parce qu'il y a comme les gros vampires, c'est comme ils les appellent les abandonnés, tu sais. Puis, c'est un film relax, là, c'est un gars qui s'en va en vacances pour le mariage de sa sœur en Floride. Fait que là, il fait comme toute la Californie en char pour aller au mariage de sa sœur. Puis là, il rencontre un autostoppeur, puis il le prend avec lui. Puis là, finalement, il se retrouve, il croise une gang en char, puis là, c'est des vampires, finalement. Ouais. Ça a l'air bizarre. Ouais, ben c'est ça. C'est un film, début 2000, je pense que c'est un film de 2001. Ouais. C'est quand même bien, je trouve qu'il y avait quand même un peu de ressemblance avec True Blood. Je sais pas si tu as écouté la série True Blood de HBO. Non. True Blood, c'est être vampire. Il invente, dans le fond, un drink que c'est le True Blood, que c'est du sang synthétique, là, que genre les vampires vivent avec les humains dans la vie en temps normal. Là, puis les vampires, c'est plus un secret. Ils boivent ça, le True Blood, puis ils vivent avec les autres. Mais comme il y a comme si tu veux, un whitewashing, comme qu'ils font contre les vampires. Là. Fait que là, ils disent que être vampire, c'est une maladie. Un whitewashing? Ouais, un whitewashing, là, mettons, les gens normaux, humains, ils sont comme racistes envers les vampires, là, tu sais. Un genre de ségrégation. Hein. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Mais tu sais, comme c'est pas juste les hommes blancs, là, c'est juste les gens normaux qui sont comme contre les vampires, c'est comme du racisme, là. Puis ils disent qu'être vampire, c'est comme une maladie infectieuse. Puis dans ce film-là, je trouvais une ressemblance parce que dans ce film-là, c'est comme ça un peu. Si t'es vampire, c'est une maladie infectieuse. Puis t'as comme 24 heures pour prendre des pilules qui vont contrôler ta mutation. Puis comme, il y a quand même une belle origine, le film. Là, le scénario est quand même bien monté. Mais c'est juste que il n'y a pas eu de suite de ça parce que c'était pas si bon que ça. Là, t'as des scènes un peu d'action un peu boboche. Là, ça fait un peu série B. Là, tu vois une fille, l'actrice principale, que elle n'a pas beaucoup de dialogue là, dans ce film-là. On la voit juste à poil tout le temps. Puis comme, elle est sous la douche, puis comme elle s'est faite morte, fait que là, elle va devenir vampire, mais là, il faut qu'il tue son créateur. Fait que là, c'est un film qui se veut série B. Là. Ben, d'après moi, il partait pour faire une série de ce film-là, là, mais okay. Ça n'a pas eu de budget, là, ce film-là. C'était un peu... tu sais, quand même des gros acteurs de l'époque, dont les deux personnages principaux, tu les vois dans Destination Ultime 1, puis ils faisaient beaucoup de séries à cette époque-là, mais c'était pas des gros noms non plus, là, mais c'était le fun à regarder, c'était un petit film de vampire. Puis... Mon autre film que j'ai écouté, c'était quand même bon. Je me souviens l'avoir vu à Super-Écran, mais c'est Open Water 2. Mais ça, c'est l'affaire qu'ils sont pris dans la mer, hein, c'est ça? Ils sont pris dans l'océan? Ben, Open Water, tu t'en rappelles? Ben... Ça s'appelait Océan Noir, là, en français. C'est un couple qui s'en vont faire de la plongée en apnée. Puis là, ils sont pognés dans l'océan parce que le bateau s'en va sans eux. Là, mais tu sais, c'était long comme film, là. Ça, c'était plate. Moi, j'aimais pas ça, tu sais. Parce que finalement, là, tu sais, son mari, il meurt, genre, puis là, elle est pognée avec des requins. En tout cas, je passais rien dans ce style de film-là. Mais là, Open Water 2, tu sais, ils ont appelé le film comme le premier, tu sais, juste un 2 après, mais c'est quand même différent comme film. Puis, tu sais, je pense qu'il aurait pu juste l'appeler différemment, puis ça a été un bon film, là. Parce que le film, en plus, est basé sur des faits réels. Puis, je me rappelle pas si le 1 était basé sur des faits réels. Là. Mais comme, c'est une gang de... sont 6, ils s'en vont sur un voilier, puis, ils sont au Mexique, là. Puis, c'est un gros bateau, leur ami, il dit qu'il est riche, toute la kit. Donc là, c'est un couple qui s'en va sur le voilier avec 4 de leurs amis, puis ils ont un bébé, eux autres. Ils laissent le bébé, couché dans le lit, puis là, tout le monde s'en va se baigner, mais... Là, la mère du bébé, elle a peur de l'eau. Fait que là, elle a comme son gilet de sauvetage. T'sais. Puis là, le riche, tu veux que son voilier, il prend la fille, puis il dit « Oh, je vais te faire... Non, comment il raconte ça déjà? C'est quand même bien scénarisé. Là. Il disait
Ah, mon cousin, il avait peur des clowns, puis sais-tu qu'est-ce qu'on a fait? Là? Il la pogne, puis là, il saute à l'eau, puis il dit on l'a amené au cirque, puis là, il saute dans l'eau avec elle. Fait que là, elle a fait une crise, si tu veux, une crise d'épilepsie, là, genre, ouais, de panique comme dans l'eau, parce qu'elle a peur de l'eau. Puis là, ils sont tous, qu'est-ce que t'as fait? Là, ils disent, je voulais juste l'aider à venir dans l'eau plus vite. Mais là, les 6 sont dans l'eau, puis il n'y a personne sur le bateau, puis là, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas baissé l'échelle. Fait que là, ils sont juste pognés genre, dans l'eau. Puis là, ils essayent, au début, ils sont comme, ben là, on va trouver le moyen de monter. Fait que là, ils essayent de sauter, de trouver le côté le plus creux, si tu veux, là, pour monter sur le bateau. Mais là, ils essayent tout, puis ils sont pas capables. Fait que là, ils commencent à paniquer, puis ils sont au milieu de la mer, il n'y a personne autour. Puis là, c'est juste justement un espèce d'enjeux moraux, que là, les gens commencent à paniquer. Tu vois comment les gens réagissent là, en cette position-là de panique, comme qu'est-ce qu'on va faire? Puis, mais tu sais, il y en a un qui a un couteau de mer, là, puis ils ont comme 2 paires de lunettes. Là, il se passe de quoi avec le couteau? Puis là, il y en a qui se blessent, il y en a qui s'en vont se tuer. En tout cas, il se passe plein d'affaires. C'est quand même un scénario le fun. C'est le fun à regarder, mais il manque quand même de budget, ce film-là. C'est quand même pas tant bon là, quand tu l'écoutes, mais c'est quand même divertissant. C'est le fun. Il y a juste la fin, ça dit basé sur des faits réels, puis la fin, ça te laisse un peu penser, OK, c'est-tu réel la fin ou c'est faux? En tout cas, on ne sait plus trop. C'est un peu bizarre comme fin. Là. C'est quel Je le conseille, mais c'est pas. Juste si il passe à la TV un moment donné, écoutez ça. Où t'as pogné ça? T'es en VHS? Là? Non, il était sur Frisson TV. Non, c'est un film genre de 2009. Là, c'est pas vieux. Non, c'est pas vieux. Là. Mais c'était quand même meilleur que je me souviens qu'Open Water, le premier, c'est vraiment plate. Là. Le couple, pendant 1h30, ils sont pognés dans l'eau, puis qu'est-ce qu'on va faire, putain? Puis c'était vraiment la traduction française là, qu'on connaît. Là. Bordel, mais pourquoi tu m'as amené ici, putain? Puis là, celui-là, au moins, il se passait plus de quoi parce que c'est les 6 qui sont dans l'eau, puis comme là, ils commencent à se battre les uns avec les autres, puis il y a quand même plus d'action, là, je trouve, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est écœurant. C'est écœurant, c'est Ben. C'est écœurant. Je te dis, je vais regarder ça. Juste si tu le trouves un moment donné. Fait que comme tu vois, c'est vraiment pas des films qui ont passé à l'histoire au stade de légende, comme le tien. The Blair Witch Project. Aïe aïe! J'avais jamais vu ça. Caroline, Ben. Puis c'est ça. Pour le nombre de fois qu'on te l'a dit de l'écouter, là. Ben, tu sais, c'est un film qui. Ça m'a pas jeté sur le cul. Je peux pas dire que j'ai trippé, mais c'est un film qui est intéressant à regarder. Je trouve que il y a des scènes qui font vraiment peur. Là. Il y a 2 scènes qui font vraiment peur. Comme quand ils sont dans la tente, puis tu entends des enfants parler en dehors, puis là, ils se mettent à capoter. Je trouve que c'était vraiment bien fait. Puis la scène finale à la fin où c'était juste comme. Ils sont dans la maison, puis t'as juste un gars qui est de même, puis qui regarde, puis c'est bizarre, tu sais. Mais à part ça, c'est un film qui est bien. Mais ce que je pense, la plus grande force du film, ou ce que j'aime le plus dans ce film-là, ou dans ce genre de film-là, c'est que c'est des gens qui ont pris comme les moyens qu'il y avait. Puis je sais pas c'était combien, mais c'est une couple de 1000$ ou 20 000$, c'est pas tant que ça. T'sais. Puis ils ont fait un film avec amour, puis bien fait. Là, c'est vraiment bien fait. Ouais. Puis non seulement c'est fait avec pas beaucoup de moyens, mais c'est qu'ils sont conscients de leurs moyens. Puis ils peuvent faire. Tu sais, des fois, tu vois des films qui n'ont pas de budget puis qui essaient de faire des affaires trop gros, puis ça paraît que c'est cheap. T'sais. Tandis que là, tu sais que tu n'as pas d'argent, mais tu fais quelque chose en conséquence des moyens, puis ça donne de quoi de vraiment cohérent, puis c'est vraiment fun à regarder. C'est vrai. Je pense que c'est la plus grande force du film, c'est ça. That's true. Ça, j'ai pas parlé du synopsis un peu du film. Mais dans le fond, c'est des jeunes qui font un documentaire sur une légende, qu'il y aurait une sorcière qui kidnappe des jeunes, puis dans une forêt. À Blair, à Boston, c'est ça? Massachusetts. Ouais, dans Massachusetts. Ouais. Massachusetts. Fait que là, c'est comme un documentaire que tu regardes, puis là, ils parlent à des gens de la ville, tu sais, comme, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis c'est de la foutaise ou des affaires comme ça. Puis des gens qui disaient, faut pas, c'est dangereux, tu sais. Je trouve ce qui était la force du film aussi qui le rend plus effrayant, c'est qu'au début du film,
ça dit que c'est une caméra qui a été retrouvée, c'est Ouais. des archives vidéo qui ont retrouvé dans la forêt en recherchant 3 jeunes qui se sont perdus en forêt, puis qu'on n'a jamais retrouvé, mais on a retrouvé leur archive vidéo. Fait que, ça, je trouve, ça rajoute un peu à la légende, justement, de ces 3. Puis quand le film est sorti au cinéma, les gens pensaient que c'était vraiment vrai. Là. Les gens, oui, on peut dire que c'est des caves, mais c'est ça qui faisait peur. C'est pour ça que ce film-là, c'est un phénomène, puis c'est devenu aussi gros que celle-là aujourd'hui. C'est que quand c'est sorti, les gens trouvaient vraiment que ça paraissait vrai. Puis ils demandaient, hey, ils sont-ils encore en vie? Les acteurs, ils ont sûrement refait d'autres films un peu boboches, mais c'est vraiment le seul film dans lequel on les voit clairement de même. Là, je veux dire, ça paraît, ils ont vraiment l'air d'être 3 étudiants qui font juste un film pour l'école, puis comme c'est un travail qu'ils font sur la légende de Blair. Mais si je me trompe pas, le film, c'est lui qui a fait le plus d'argent en termes de pourcentage du budget, il me semble. Enfin, c'est assurément ça, c'est sûr. Je pense qu'il doit avoir fait 100 millions et plus. Là. Oui, mais c'est ça qui l'a fait connaître aussi. C'est pour ça que c'est rendu un film classique genre. C'est un film fait à la main, sans aucun budget, sans aucun... ils n'ont pas des gros acteurs, ils n'ont pas de... le synopsis, il est quand même facile, dans le sens que... Oui, c'est simple, mais c'est efficace. Oui, c'est efficace. C'est ça. C'est efficace, puis comme... Mais regarde, c'est les premiers qui ont eu cette idée-là, puis ça a marché. C'est quand tu rentres dans la folie de gens qui n'ont plus leur repère, puis qui se mettent à gueuler, puis ouais, ça, c'est hot. C'est ça. Ils disparaissent, là, t'es comme, fuck, ils sont où, tu sais? Qu'est-ce qui se passe? Ou les ossements, imagine, tu dors dans la forêt, un coin que tu connais pas tant, puis là, tu te réveilles le matin, puis il y a plein d'ossements partout autour de toi, et t'es comme, fuck up! Qu'est-ce qui se passe? Là, après ça, ils ont fait une suite, que, là, ça s'appelle Le Livre de Blair. Puis là, c'est... Mais comment tu peux suivre ça? Tu peux pas suivre ça. Ben, c'est ça, c'est comme... Ça, là, c'est pas tout filmé à la main, comme le premier, des fois, t'es comme par la caméra du gars qui tourne, puis là, d'autres fois, t'es en plan normal, tu sais. Mais c'est un peu boboche comme film, là. C'est le fun à regarder, mais sans plus, mais c'est quand même mieux que le film qu'ils ont fait récemment, là, La Légende de Blair. Là. Que, tu sais, là, c'est... Ça, c'était vraiment n'importe quoi, là. C'est exactement la même chose que le premier. Dans le fond, c'est comme si c'était le petit frère de la fille dans le premier film, qui s'en allait à la recherche de sa sœur. Il disait, ma sœur est disparue avec deux de ses camarades de classe. Elle faisait un film, puis je vais aller à sa recherche dans la forêt de Blair. Là, c'est comme 4 amis, justement, qui l'accompagnent, puis ils croisent un couple qui connaît le coin, mais finalement, ils connaissent rien, puis c'est juste des tripeux de la sorcière, de la légende de Blair. Fait que là, ils font semblant de mettre des ossements partout pour leur faire peur, puis là, les autres le découvrent, puis finalement, au final, tout le monde se perd, puis tout le monde meurt. Mais c'est vraiment pas bon. Là. C'est pas. Mais tu sais, l'affaire, c'est que ce film-là, je pense, tu peux pas le faire avec du budget. Non? C'est un film qui est fait pour être pas de budget, puisque sinon, tu perds l'essence de qu'est-ce qu'il c'est. Ben, c'est ça. Puis t'auras jamais t'auras jamais l'espèce de sentiment, de peur que tu avais dans le premier film. T'sais. Le premier film, ce qui fait peur, c'est que ça a l'air d'être vraiment un vidéo. C'est un peu comme. Ben, moi, c'est moi, personnellement, c'est ça que j'avais ressenti quand j'avais vu la première. J'étais pas tant jeune quand j'ai vu le Blair Witch Project. J'étais quand même plus vieux. Puis je l'avais jamais vu. Ben, comme je l'avais quand même. En général, j'ai pas peur des films d'horreur. J'ai quand même beaucoup d'expérience. Mais ce qui me fait peur, c'est justement ce sentiment-là de OK, c'est peut-être réel, ça s'est peut-être vraiment passé. Puis c'est ça aussi qu'ils avaient fait dans le remake de Massacre à tronçonneuse qu'ils ont fait de Michael Bay. Là. Que, tu sais, là, au début, ça disait on est ici dans la maison, ils nomment la famille, là. Puis, on voit des traces ici d'ongles. Puis là, le journaliste, il voit un ongle planté dans le ciment. Puis il est comme, oh my God, on dirait que c'est vraiment un ongle. Puis là, c'est comme le journaliste qui se promène dans la maison. Puis je trouvais ça quand même le fun comme scénario. C'était une bonne idée pour faire peur, de rendre ça réel. T'sais. Ouais, je comprends. Bref, tout ce que j'avais à dire, Ben. Moi aussi, je pense.
Mais Blair Witch, c'est un Christy bon film. Je le conseille à tout le monde. Il est sur Netflix, hein? Oh yeah! C'est là que tu l'as vu? Ouais. Qu'est-ce que tu écoutes pour le prochain podcast? J'avais le goût d'écouter du Paul Thomas Anderson un peu. Genre de Master, mais je sais pas encore. Peut-être du Bergman. J'ai le goût. Ouais, mais là, le Licorice Pizza, il va te sortir bientôt en Blu-ray? Il sort le. Je l'ai vu tantôt au mois de mars. OK. Mi-mars ou début mars, je m'en rappelle plus. Mais j'ai checké tantôt. J'ai hâte. Dans un bout. J'ai hâte. Il paraît que c'était carrément. Puis il paraît que c'est son film le plus accessible aussi. Ah ouais? Quoique, mettons, Phantom Thread, c'est pas si inaccessible que ça. Là, mais il paraît que lui, c'est le plus accessible. C'est comme un coming of age. Fait que j'ai très hâte de voir ça. Quand même le fun. Ouais. J'ai hâte de voir. Mais c'est-tu ce que j'ai encore plus hâte de voir? Quand, cette semaine ou à venir? Ben, à venir, quand les fucking cinémas vont être ouverts. Ben, t'as hâte de voir Scream, j'imagine. Ben oui, c'est... Colin, je fuis les réseaux sociaux là, pour pas me faire spoiler le film. Garde espoir. Je garde espoir, mais là, ça a l'air en Ontario... les autres, ils ont dit qu'ils 31, je pense. le 31 janvier. Ouais. Mais là, ici, il n'y a rien qui se passe. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer. Non, mais regarde, je pense que la situation s'améliore de jour en jour. Il faut garder espoir. C'est ce qu'ils disent, ça. On check ça, mon Ben, on check ça. Mais sinon, j'ai pas d'idée quoi écouter. Check ça. T'as-tu déjà vu des films de... Hein? J'ai acheté Last Night in Soho. Ah, j'aimerais ça le voir, c'est mal. Il est encore cher. Je vais attendre que ce soit moins cher, mais j'aimerais ça le voir. Ouais, t'es un peu cher. Puis sinon, ben, on check ça, Ben. Excellent. Hein? T'as-tu vu tous les films de Paul Thomas Anderson, toi? Oui. Je pense. Ben, sauf Licorice puis Jazz. Ben, c'est normal. Mais... Ouais. Mais je pense que, ouais, je les ai toutes vues. Okay. J'avais bien aimé. Ben, mon préféré, c'est. C'est Night. Voyons, je cherche le titre. Son film de porn, Night. Boogie Night. Boogie Night, ouais. C'est ça. Je cherchais le nom, stick. Voyons donc, Ben. Voyons donc. Mais sinon, There Will Be Blood, c'était fucking bon et tout. Et tout ce qu'il fait, c'est incroyable. Ouais. Okay. C'était que, hein, on check ça. C'est ça. On viendra avec des belles surprises, parce que je sais pas, on regarde quoi. Okay. Non, c'est ça, hein. C'est comme une semaine un peu. On écoutait plein, puis là, on est comme bon. Qu'est-ce qu'on écoute? Je check ça, Ben, je check ça, puis on s'en reparle. Excellent. On se retrouve à Qu'est-ce que tu regardes? Le prochain épisode, c'est le numéro 60 aussi. Hein. Aïe aïe! Fait que c'est ça. Je vais écouter un film qui a le 60 dedans. José Théodore. Salut. Qu'est-ce que tu regardes?